Christophe sur France Maghreb 2. Mardi 9 novembre, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. C'est parti pour le LGF jusqu'à 18h. Au programme de cette émission, nous allons parler du crack à Paris. Quand tout le monde se renvoie la balle, que faut-il faire ? On écoutera notamment le préfet, l'allemand, qui s'exprime très peu dans les médias et s'est exprimé hier soir sur BFM TV. On fera le point évidemment avec notre Tarek Sassi qui sera avec nous dans un instant, qui fait partie, vous savez, de l'association Paris Anti-Crack. Les enjeux de l'intervention de Emmanuel Macron ce soir, qui doit s'exprimer dans une allocution solennelle à partir de 20h devant tous les Français. Mais que va-t-il pouvoir bien nous dire ce soir ? Eh bien, nous en reparlerons et on se fera un petit peu l'écho et se mettant à la place de ses conseillers avec nos chroniqueurs aujourd'hui. C'est parti, bienvenue à vous, c'est le LGF qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. Le Grand Forum, Christophe Rowe sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Eh oui, on est avec vous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec notre ami Rudy Kazi qui est avec nous. Ça fait un petit moment, notre ami Rudy Kazi, qu'il n'était pas venu. Comment ça va, mon Rudy ? Tout à fait, je vais très bien, Christophe, et j'espère que toi aussi, et j'espère que nos auditeurs vont bien. Je suis très content d'être à nouveau autour de cette belle table. Alors, Rudy Kazi, qui est délégué général de l'association des élus de France. C'est ça, depuis peu, une dizaine de jours, mes fonctions ont évolué. Je ne suis plus vice-président de l'association en charge des contributions et des sujets de société, mais je suis maintenant délégué général pour aider l'association à se développer. Très bien. À tes côtés, c'est sa première émission en tant que chroniqueur, Ahmed Laoueche, qui est lui vice-président du Parti radical de gauche de Seine-Saint-Denis. Président de la partie Seine-Saint-Denis, pardon, et vice-président aux instances nationales. C'est ça, Ahmed ? Tout à fait. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs. Comment ça va, Mohamed ? Ben écoute, ça va depuis la semaine dernière. Sois le bienvenu en tout cas, beaucoup. Et je te souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission avec Rudy Kazi à tes côtés, et Tarek Sassi qui arrive dans un instant, qui est lui prof de catch et aussi faisant partie du collectif Paris Anti-Crack. Ça tombe bien, on va en parler tout à l'heure, bien sûr. Alors cette émission, vous le savez, on ne déroge pas à la règle, commence toujours par un petit quiz, histoire de se mettre bien, histoire d'apprendre aussi, et de jouer un petit peu, ça fait pas de mal. Un quiz qui oppose donc Rudy Kazi, Ahmed Laoueche, c'est parti. Ah non, c'est pas ça du tout, hop, ça commence bien dans mes jingles, hop, c'est parti, il est là mon quiz. Voilà. Quiz. Mes petites questions qui ont un rapport avec l'éphéméride, mais pas que, avec l'actualité aussi. Voici la première question, attention. Jacques Chirac, alors président de la République, inaugure à Paris en 2000 quelle statue ? Simone Veil ? Non. En 2008 ? En 2000. C'est une statue africaine, je crois. Non, du tout. C'est le statut d'un ancien président. Général de Gaulle ? Général de Gaulle. Pas de réponse. Collégial, on peut le dire. Ouais. En même temps. Deuxième question. Les musulmans de quel pays ont inauguré le premier centre pour la prévention de la haine et de l'intimidation ? Liban ? Non. Égypte ? Non. L'Arabie Saoudite ? Non, monsieur, non. Qatar ? Non, Turquie. cherchez pas dans ce secteur-là, c'est pas du tout là. Tunisie ? Non, Maroc. pas non plus, pas non plus. Indonésie ? Non, En c'est Afrique ? un très grand pays, c'est pas en Afrique. Russie ? C'est pas en Russie. Un très grand pays. Chine. Pakistan ? Ce n'est pas la Chine ni le Pakistan. Azerbaïdjan ? Non monsieur, c'est pas du tout de ce côté-là. C'est pas la Russie, te dis. Les musulmans de quel pays ont inauguré le premier centre pour la prévention de la haine et de l'intimidation ? L'Afghanistan ? Non monsieur. L'Azerbaïdjan ? Non. En Afrique alors ? Non, c'est pas en Afrique j'ai dit. Rudy. Turquie, t'as dit non. Non, j'ai dit non. Bosnie ? C'est un pays qui a réouvert ses frontières hier d'ailleurs. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique est une bonne réponse, Ahmed T'as dit que Laoueche. c'est un pays musulman. Non, j'ai pas dit ça. Bah, Si t'écoutais t'as dit bien un mes grand pays questions. musulman. Non, j'ai dit les musulmans de quel De pays quel pays ? ont inauguré. Voilà. Fais gaffe, j'ai mon prof de catch qui arrive. Tu me parles mal, tu vas voir. Bah écoute, ton chien est à mes côtés, donc... Ouais, bien, mon chat il donc, fera rien du tout à côté de Tarek Sassi. Tarek Sassi, attention, C'est ça. c'est un show. Ça va mon Tarek ?
Ah, mal. Oui, non, mais arrête. Oui, Pourquoi tu me dis toujours mal, toi? Ah, je me suis retrouvé face à Morandini et ses deux colosses de 2 mètres et 160 kilos, dont un de 2 mètres 7. Ah ouais? Ouais. Ah, il est bien entouré alors, Jean-Marc. Et il est bien entouré, hein, sinon comment il peut mettre en place ça? Oui, on en parlera. prend pas dans le Calme-toi. raciste. Calme-toi, on en parlera tout à l'heure. Comment ça va, mon Tarek? Bien sinon? Bon, écoute, on fait aller. Bon, allez, installe-toi tranquille, on est en plein quiz. Son émission itinérante. Attention, troisième question. Je cherche un chanteur et acteur français d'origine italienne. Il est mort en 1991. Chanteur et acteur français d'origine italienne. Un très grand chanteur et acteur. Plus Yves chanteur Montand que- Yves Montand Ouais, oh là est une là, excellente je vais réponse, faire Mohamed. Bravo. Évidemment, hommage. Quatrième question. Après un an d'absence, quel marathon a fait son grand retour ce dimanche? New York. New York. Excellente réponse de notre ami Rudy Kazi. Bien partagé ce quiz, j'aime bien. Attention, je cherche un humoriste français né en Belgique en 1922. Il est mort le 15 juin 2006. Humoriste belge. Humoriste français né en Belgique en 1922. 1922. Punaise. Raymond de son prénom. Raymond DeVos. Raymond DeVos. Bonne réponse. Attention. Quel mammifère s'est échoué dans le port de Calais? Une baleine. Une baleine est une excellente réponse. Une baleine qui a été d'ailleurs remorquée pour être autopsiée. 19 mètres de long. 15 tonnes. Un truc de ouf. Elle s'est perdue. La baleine. Dernière question. La Haute Autorité de Santé a déconseillé aux moins de 30 ans quel vaccin? Moderna. Moderna est une excellente réponse. Alors ils ont déconseillé ce vaccin parce qu'il compose un risque de myocardite. Donc voilà, le Moderna est déconseillé aux moins de 30 ans. Donc c'est pas pour toi Rudy, c'est pas pour toi Ahmed. Tout va bien. Ça fait 2 fois, je crois, qu'il déconseille. Oui, ça fait 2 fois effectivement le Moderna. Je crois que c'est voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je sais pas qui a gagné, mais en tout cas vous avez été très bon. Je crois que c'est Ahmed, je crois. Oui, mais Il doit bon. avoir un goût Peu de importe. son- Hein, on n'est pas là pour la gagne. On est là pour. L'important, c'est le parti de participer. L'important, c'est de participer exactement. Non, moi je suis pas content d'avoir perdu. Pourquoi? Je suis désolé, moi je joue pour gagner. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, Bon, tu connais, hein, Christophe, je suis un compétiteur. Rudy Kazi, Mais- Ahmed Laouaj, Tarek Mais- Sassi sont avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon Tarek? Non, Qu'est-ce je qu'il y a demandais juste un casque. Ouais. J'en veux pas, moi. Ouais, comment ça, il n'en veut pas? Bah, il en faut, hein. Il en faut, Pour les auditeurs, si tu veux les Ah oui. écouter parler, Mohamed. Ah oui, parce que Les auditeurs d'ailleurs qui peuvent nous appeler au 01 40 33 9000 pour débattre avec nous sur les 2 sujets principaux que sont le crack à Paris encore et toujours. On en parle. Et le crack à Paris était d'ailleurs sur beaucoup de chaînes de télé hier, sur CNews hier matin et sur BFM TV hier soir, où le préfet de police s'était invité d'ailleurs. Il prend assez peu la parole. Le préfet allemand, il l'a pris hier. Je crois qu'il l'apprend, ça fait des remous. Hein. Oui, Ouais, alors surtout pour dire des conneries. Hein. bon, on en reparlera tout à l'heure évidemment, et on parlera aussi de l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir à 20h dans une allocution importante attendue. Pour dire quoi? Quels sont les enjeux de cette intervention de ce soir? Nous en reparlerons aussi. Mais avant toute chose, et dans un instant, messieurs, on va s'occuper d'Arnaud Montebourg. Que fait Arnaud Montebourg? De bourde en bourde. Il fait une bourde et le lendemain il s'excuse. Bref, on y Arnaud revient dans un Montebourg. instant. Arnaud Montebourg, exactement. Ne bougez pas, à tout de suite. Je vais le Le LGF, le grand forum, avec aujourd'hui un beau plateau, monsieur Rudy Kazi, qui est délégué général de l'association des élus de France, conseiller municipal aussi, monsieur Ahmed Laouaj, qui est lui président du PRG Seine-Saint-Denis, vice-président des instances nationales, et Tarek Sassi, qui est prof de catch, catcheur international tunisien, et surtout fondateur du collectif Paris Anti-Crack, avec nous. Et de crack, nous allons en parler dans un instant. Mais avant cela, ça fait débat, évidemment, et c'est dans le LGF, forcément.
On pourrait l'appeler Arnaud Montebourg. Position un peu iconoclaste. La proposition choc d'Arnaud Montebourg. Cette proposition choc. Cette proposition choc. Cette proposition assez surprenante hier. Déjà copier sur les autres, c'est pas bien. C'est Gad Elmaleh qui m'a expliqué ça. Mais là, copier sur les mauvais élèves du fond de la classe, c'est encore moins bien. Il a déclaré qu'il voulait bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants. C'est une solution que j'ai proposée il y a déjà un certain nombre de mois. Celle-là et l'action directe sur les visas. Moi, je pense qu'il faut forcer les pays à respecter le droit international. À défaut d'union de la gauche, il aura réussi à créer la Western Union de la gauche. Voilà, c'est joliment dit. En tout cas, la bourde d'Arnaud Montebourg, Ahmed Laouedj, elle était inattendue celle-là. À qui porte ce crime? Oui, entre guillemets. À qui? Malheureusement, encore aux plus faibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que fait Montebourg, c'est il s'est excusé d'ailleurs. Enfin, il s'est pas vraiment excusé d'ailleurs. Attendez, je pense pas qu'à un moment donné de s'excuser comme il l'a fait, surtout pour un homme comme ça qui vient quand même de la gauche socialiste, de dire ce genre de propos, c'est inacceptable. C'est inacceptable du fait que c'est quand même à la base, c'était une personne qui était quand même respectée, humaniste, républicain, et de dire ce genre de choses, ça ne permet pas, à avoir un comportement et d'avoir la possibilité de briguer les plus hautes instances de ce pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est cet argent qui est transité par la France pour aller dans les pays africains, c'est des gens qui envoient ça soit à leur famille parce que malheureusement ils sont dans le besoin, mais aussi, comme le disait un de mes collègues là, du plateau, c'est aussi pour aider éventuellement pour que des personnes puissent créer leur propre entreprise et pouvoir vivre dignement dans les pays où ils habitent. Et c'est aussi, ça permet aussi de ne pas faire en sorte d'avoir des personnes qui échouent dans nos mers en Méditerranée pour pouvoir venir en France et essayer de trouver et de survivre par rapport à ce qui se passe dans leur pays d'origine. Voilà, je pense que c'est une connerie de sa part. Je pense qu'il devrait s'arrêter là. Et il doit raccrocher les crampons, ça y est? Je pense. Ouais. Rudy, qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, c'est une grosse bévue de la part d'Arnaud Montebourg. Je rappelle que... il avait déjà du mal à décoller, alors avec ça... Bah malheureusement, comme quoi le Made in France ne représente pas un parti politique ni un programme politique, mais enfin bref, c'est déjà ça de prix. Tu vois, les transferts vers l'Afrique, c'est 76 milliards d'euros qu'on a décompté pour l'année 2019. Et pour certains pays, ça représente 30% de leur richesse nationale. Ça veut dire que c'est quasiment autant que l'aide publique africaine. Ça veut dire en fait que c'est de l'argent qui est une manne financière importante pour l'Afrique, pour se développer et pour sortir aussi du secteur de l'informel. Tu sais que bon nombre de pays ont un secteur informel important. Le secteur informel, c'est en gros le travail au noir, c'est-à-dire le travail qui n'est pas tracé par la création d'entreprises, ce genre de choses-là. Donc voilà, avant de faire sortir ce genre de, malheureusement, de bévues, ce genre de bêtises, il faut penser à ces millions d'Africains qui ont besoin effectivement de pouvoir s'en sortir dans la vie plutôt que de tenter de passer la Méditerranée. Bref. Moi, ce qui me dérange par rapport à Arnaud Montebourg, c'est comme tu l'as dit aussi à l'instant, Christophe, c'est que sa campagne n'imprime pas. Et lorsque la campagne n'imprime pas, il faut se poser les réelles questions. Est-ce que je suis le candidat idoine pour ma famille politique? Est-ce que je suis le candidat idéal pour mon temps? Parce qu'il y a aussi une question de temps. Arnaud Montebourg a égrené la vie politique pendant à peu près une vingtaine d'années. Entre le moment où il était avocat, et, tu sais, je crois qu'il s'était occupé d'un scandale parisien, je sais plus lequel, je crois que c'était les emplois fictifs de Paris. Et puis, on le sait au milieu de la vie politique depuis un moment. Donc moi, je pense que... Il était ministre sous Hollande, par exemple. Oui, voilà, sous Hollande, ministre sous Hollande, etc. Moi, je pense que son temps politique est fait, à moins effectivement de renouveler totalement en fait sa vision politique de la France, ce qui, à mon sens, n'est pas du tout le cas. Moi, ce qui me dérange plutôt avec ce type on va dire d'éléphant de la politique, c'est en fait, tu vois, cette incapacité à renouveler son logiciel politique parce qu'ils ont été un peu grisés par voie de conséquence, par le pouvoir politique en France. Et donc, du coup, ils se retrouvent plutôt, tu vois, à faire partie de l'élite politique un peu bureaucratique, etc. C'est-à-dire des personnes qui finissent par ne plus avoir de lien de prise avec la réalité des Français. Et ça il doit raccrocher les crampons aussi, lui? Il faut qu'il raccroche les crampons parce qu'on voit que cette réalité est distendue dans sa vie. Il est où son rapport avec la France, avec
les Français, les besoins du quotidien. Rien que de faire cette proposition, on est vraiment à côté, et aussi c'est se mettre à dos un électorat qui pourrait lui être favorable. On parle quand même de ressortissants africains, et donc du coup d'une diaspora africaine. Faire ce genre de déclaration, ça montre vraiment qu'il y a un lien qui est totalement distendu avec la réalité du terrain. Donc là, enfin voilà, il faut qu'il raccroche les crampons. C'est un candidat, à mon avis, hors sol. C'est un peu dur, ce que je dis, mais c'est un candidat hors sol, et en plus, comme vous le savez, il y a un communiqué des jeunes pour Montebourg qui déjà sortent de sa campagne. C'est ça, ils ont annoncé ce retrait effectivement hier soir sur Twitter. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tarek, il se retire de la campagne alors. Arnaud monte bourde ou pas, Tarek Sassi? Arnaud monte grosse bourde. D'ailleurs, je vais déposer dès ce soir, parce que Monsieur Fro, vous êtes en train de me faire exactement ce que font tout le monde. Ça veut dire que je balance des choses et vous les récupérez et vous vous enorgueillez en disant que c'est vous qui l'avez inventé. Arnaud Montebourg, c'est sorti de ma bouche. Voilà. Donc déjà pour commencer, mais il faudrait se rappeler qui sont Jaurès, qui sont Jules Ferry, quelles sont les théories déjà idéologiques déjà sur les indigènes, sur les Africains, sur les étrangers, qui a toujours existé chez la gauche. Et je pense que les gens oublient. Les gens se disent toujours que la gauche c'est forcément l'antiracisme, mais non, il y a une forme de racisme un petit peu caché, dissimulé. Il faut se rappeler les positions de François Mitterrand sur plusieurs plans, de Rocard, les déclarations de Mélenchon sur les Tchétchènes et en Guyane récemment. Dire ça, en fait, c'est montrer qu'on est totalement déconnecté. Et que, en fait, c'est même pas possible à mettre en place, parce que les transferts d'argent sont anonymes. Et on ne peut pas, en fait, contrôler un groupe international comme Western Union ou MoneyGram ou RIA pour être un petit peu égal et faire de la pub un petit peu à tout le monde. J'espère qu'ils me donneront un chèque à la fin de l'émission. Et on sent, en fait, clairement que Arnaud Montebourg, comme toute sa carrière politique, il est totalement déconnecté de la réalité, des gens, de la vie de tous les jours et de ce qui se passe. Ouais, alors, il se pourrait, évidemment, Ahmed aussi, qu'il ait des conseillers en carton, non, mais le problème, c'est que malheureusement, il a eu. Moi, je pense, à mon avis, ça c'est mon avis personnel. Sa campagne a été faite pour essayer de briguer ici ou là un mandat, je ne sais pas lequel, et une négociation peut-être avec les plus hautes instances qui seraient demain aux commandes, et notamment peut-être le président de la République qui sera sûrement président de la République en mai prochain. Non, mais non, c'est pas une question de s'entretenir ou pas. On sait déjà que la campagne de Montebourg est déjà payée par nos amis, enfin par les amis encore des banques Rothschild. Non, les banques Rothschild. Les banques Rothschild. Carrément. Ah oui, les banques Rothschild. Ils foutent la merde partout. Donc voilà, on sait d'où viennent les banques Rothschild. Enfin, qui est ami au banquier Rothschild. Donc voilà, il faut arrêter. Il a même plus besoin, je veux dire, à un moment donné, quand vous faites une campagne électorale présidentielle, il faut, je dirais, aller mettre ses bottes et essayer d'aller sur le terrain pour pouvoir informer du programme. Là, aujourd'hui, on le voit qu'à la télé, il n'y a aucun déplacement de prévu. Donc voilà, donc je pense qu'à un moment donné, soit il dit dès maintenant... Il n'a même pas les 500 signatures. Voilà, et en plus, voilà, alors moi, en tant que vice-président de l'exécutif national, je sais qu'on l'a rencontré et il nous a sollicité nous a sollicité qu'on lui donne des parrainages. Bon, voilà, on n'est pas là, nous, pour donner des parrainages, on est là pour un programme pour les concitoyens et concitoyennes de ce pays. J'aimerais préciser quelque chose aussi. Précise. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, celui qui donne le là dans les actions politiques et la communication politique, c'est Limon de Zemmour. Donc, à gauche, on essaie de faire du Zemmour aussi, tout simplement. Ouais. Alors, justement, puisque tu parles de Zemmour, ça tombe bien, il faut qu'on en parle aussi, avec ce petit tacle de Nicolas Sarkozy hier à l'encontre de Zemmour. Et aujourd'hui, vous savez que c'est l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Et alors, tout le monde, comme de gauche et de droite, se disent tous gaullistes. C'est à vomir, hein, franchement. Rudy, qu'est-ce que ça t'évoque, toi, quand on sait... qu'on vante les mérites de Gaulle, excuse-moi, bon, c'était le boucher d'Oran, ça a été au niveau de l'Afrique, voilà.
Bah après, ça dépend de quel point de vue on se place. Si on se place effectivement d'un regard africain et panafricaniste, il y a plusieurs choses à dire sur le général de Gaulle. Si on se place d'un point de vue français, par rapport en tout cas à la vie et la politique française, de Gaulle ça a été un grand homme pour la France. Faut pas se cacher. Donc maintenant, par rapport à tous ces commentaires qui sont faits pour se réapproprier la figure gaulliste, je dirais que ça a toujours été un peu le cas. Maintenant que quand la gauche le fait, bon, ça paraît un petit peu hypocrite parce qu'ils vont ériger Mitterrand comme étant la grande figure de gauche. Or, Mitterrand et De Gaulle étaient des grands opposants politiques et Mitterrand, dans le fond, n'était pas vraiment un homme de gauche. Ça a été un homme de compromis pour pouvoir prendre la première place de politique du pays. Mais aujourd'hui, entendre par exemple des gens de gauche se reconnaître dans le gaullisme, je pense que c'est un peu bête. Et pareil pour l'extrême droite que Zemmour représente, faire figure d'une reprise, une filiation politique avec De Gaulle, ça n'a aucun sens, parce que quand tu regardes De Gaulle n'appartenait pas à une famille politique, c'est quelqu'un qui a réussi en fait à incarner la France par rapport à toutes les pérégrinations historiques qu'il a pu rencontrer sur son chemin. La France, entre guillemets, on pouvait dire que, même du point de vue des Américains, la France était De Gaulle, et De Gaulle était la France. Il a mis des mesures sociales en place, la NPE, il a mis... après, il a fait aussi d'autres trucs intéressants sur le plan économique. Il avait quand même fait redémarrer la France. Bien entendu, heureusement que les colonies étaient là en ce temps-là. Mais tu vois, moi ce qui me gêne aussi dans ça, c'est le fait que on regarde au passé. C'est bien de regarder au passé, mais on regarde au passé parce qu'on n'a pas de quoi incarner l'avenir. Et aujourd'hui, il y a une crise politique par rapport en fait à la population qui ne se retrouve pas dans les politiques d'aujourd'hui parce qu'ils sont de plus en plus hors sol. On a malheureusement de plus en plus de gestionnaires, d'administrateurs qui sortent des grandes écoles. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis que c'est une bonne chose. Mais lorsque tu as un entre-soi qui n'appartient qu'à ce type de milieu, eh ben on manque d'expérience, on manque de recul, on manque d'expérience, c'est-à-dire d'expérience d'une autre vision des choses, on manque de recul, on manque aussi d'un récit historique qui fait un homme en fait, comme De Gaulle. De Gaulle, c'est un homme qui a été fait dans le combat, dans les tranchées, etc. Et donc du coup, c'est ça qui nous porte en fait à un certain niveau de maturité et qui nous qualifie pour prendre des grandes responsabilités. Et je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, ça manque. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il vient de dire et franchement, son discours, il y a aucun politique, je veux dire, de haut niveau qui disent que ce qu'ils disent c'est incroyable et je souhaite vraiment que ce type avance politiquement parce que ça va faire avancer le débat. C'est vraiment, j'apprécie beaucoup ce que tu viens de dire. Non, vraiment. Et franchement, pour avoir fréquenté des élus qui sont en surface, vraiment ce que tu viens de dire, c'est profond, c'est sérieux, c'est des gens qui n'ont pas de vision d'avenir. Et c'est incroyable aujourd'hui qu'on ait ce genre de discours. Limite, tu me redonnes de l'espoir. Merci. Ceci dit, on n'est pas dans le monde des bisounours. Ouais. La politique, c'est un métier. Et ce que font aujourd'hui les gens, ça ne devrait pas. Non, mais c'est pour ça. Non, mais pour moi, la politique, c'est une fonction qui peut devenir une vocation. Par exemple, nous, on est des élus de. Juste, je termine. Non, mais pour eux, c'est un métier. Moi, je rebondis sur le fait de Gaulle. Moi, j'ai aucun problème pour que la droite et la droite sociale et la droite dure puissent participer je dirais, au 51e anniversaire, 52e, 53e, 55e, 70e anniversaire. Sauf que ce que je comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, comme le dit un de mes collègues du plateau, c'est que on voit défiler tout le monde parce que il y a le gaullisme qui doit être remis en avant, l'humanisme, la solidarité, etc. Et des gens comme Jadot qui sont présents, des gens comme Hidalgo qui sont présents. Comment voulez-vous que la gauche aujourd'hui et les écologistes et les électeurs de ceux qui votent à gauche et qui votent à gauche puissent à un moment donné comprendre qu'est-ce qu'est la place de ces personnes-là le jour du 51e anniversaire du général de Gaulle. Comment on peut percevoir ça? Les gens, aujourd'hui, ils n'ont pas besoin d'aller sur une tombe. Ils ont besoin d'avoir des choses concrètes, des choses importantes. Je l'ai dit la semaine dernière, c'est le pouvoir d'achat, c'est pouvoir se soigner, c'est pouvoir payer, un sport pour ses enfants, l'éducation, etc., etc. C'est ça qu'il faut remettre dans le. Alors, des luxes aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui.
qui deviennent des luxes. Alors qu'aujourd'hui, on fait comme le film L'aventure, c'est l'aventure, on fait du show business. Des hommes politiques, ils font plus de la politique, ils font du show business. Mais après, c'est pas antinomique, tu vois, d'aller sur la tombe de Gaulle, de se recueillir si on reconnaît que c'est l'homme de la 5e République, l'homme qui a fait, entre guillemets, la France, qui a remis la France sur pied. Mais le problème, c'est d'y aller et de faire de la récupération politique. C'est ça le problème. Il n'a pas donné l'indépendance de l'Algérie comme ça. Non, mais d'accord, mais le problème, c'est surtout de faire de la récupération politique et de s'inscrire, en fait, dans les pas de Gaulle. Tu peux très bien aller te recueillir, entre guillemets. Pardon, juste, tu vois, tu peux très bien aller te recueillir sur sa tombe et dire, je suis pas totalement d'accord avec tout ce que De Gaulle a fait, mais je sais que c'est une grande figure de la République et je suis là juste pour honorer sa mémoire. C'est tout, en fait, tu vois. T'es pas obligé, comme Zemmour, en fait, de faire du gaullisme. France, c'était un peu un grand... ou comme tu disais, de Jadot, de faire du gaullisme. T'es pas obligé d'aller aussi loin. Mais il faut reconnaître que c'est une grande... Qui a regardé le débat des LR, premier débat hier soir? Il y avait Éric Ciotti, je pouvais pas. Il me dégoûte tellement, ce type. Éric Ciotti, Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand et la petite surprise, c'est Philippe Juvin. Petite surprise parce que visiblement on a retrouvé dans son discours et dans ses interventions une droite, j'ai envie de dire chiracienne, jupéiste, quoi. Non, je sais pas, vous avez regardé ça? Non, j'ai pas regardé. J'avais commencé à le regarder en replay, mais j'ai pas eu le temps de le finir. Oui, le prochain débat aura lieu ce dimanche sur BFM. J'attends le. Ah bah BFM. Après avoir donné la parole à Zemmour, il donne. J'attends le tourner le micro. Voilà, et puis tourner le mic. Et puis en plus de ça, bon voilà, c'est encore une fois, je crois que nos collègues superstar catcher nous a dit qu'à un moment donné, ils sont tous allés, enfin ils vont tous vers une droite très 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 dure. Et ça me dérange un petit peu parce que, encore une fois, on ne parle pas de choses qui sont aujourd'hui importantes pour les Français qui, chaque mois, au bout du 10 de chaque mois ou du 20 de chaque mois, se retrouvent à découvert sur leur compte bancaire. C'est un souci international, ça. Tu sais que c'est un souci international. Tu as eu les bonnes phrases moi, j'habite la France, donc pour l'instant, T'as eu quelques retours ou pas du débat? Non, pas trop, non. Ça n'a pas trop marché, d'ailleurs. Et ça a parlé beaucoup d'immigration, islam, comme d'habitude, quoi. Oui, voilà. Immigration, islam. Alors que c'est pas la priorité première. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que Juvin s'est un peu démarqué justement en disant voilà, bon, effectivement, le problème du voile des mineurs ou du voile à la faculté, est-ce que vraiment c'est le problème de la France d'aujourd'hui? Je ne pense pas, voilà ce qu'il a dit. Donc, non, mais après, tu vois, la droite aussi se cherche un candidat. Tu sais, à l'époque, à droite, il n'y avait pas besoin de faire des primaires, en fait. Le candidat s'imposait naturellement de lui-même. Aujourd'hui, ils font des primaires justement parce que c'est un parti qui cherche sa vision, qui cherche une vision. Et comme en fait, il n'a pas de vision et que la société se polarise aussi dans des extrêmes, donc du coup, tu as un candidat qui émerge comme ça du côté de la droite, en tout cas de l'extrême droite, et qui entend aspirer la droite. Donc c'est pour ça qu'ils chassent un petit peu sur les terres de Zemmour. Je parle pas de tous les candidats de droite. Il y en a certains qui vont faire des petites phrases à l'emporte-pièce comme ça pour s'inscrire un peu dans... Bertrand a taclé l'Algérie hier. Oui. Il a taclé l'Algérie. Oui, complètement. Ouais. Ça, j'en ai entendu parler en disant qu'il allait refuser le visa à M. Tebboune. Voilà, c'est ça. Et que s'il continuait, il allait revenir sur les accords de 68. Voilà. Donc, par rapport au gel des visas, etc. Ouais. Non, mais ça, encore une fois. Non, mais après, tu vois... À qui profite le crime? Est-ce que vous pensez vraiment que les visas qui sont donnés à des gens, malheureusement, qui ont des situations financières importantes. Je peux en parler. Et en 24 heures, ils ont un visa. Je connais bien l'ambassade de France à Alger pour avoir été maire adjoint chargé de la coopération décentralisée et des relations internationales à Aulnay-sous-Bois. À un moment donné, vous savez, vous avez les énarques, vous avez les apparatchiks, vous avez les préfets, les sous-préfets qui sont en relation directe avec ces personnes qui sont sur place. Donc qu'on nous dise pas à nous, malheureusement, voilà. Encore une fois, ça me prend pas en compte. Par contre, ce qui se passe, c'est que les gens les plus qui sont dans le besoin, malheureusement, on leur donne pas le visa. Mais après, tu vois, par rapport à ça, moi, il y a deux choses qui me gênent quand même. Bon,
Ouais, bon, sur le plan administratif, il y a aussi ces problèmes là, tu vois, des OQTF qui sont pas exécutés, tout ça, et donc du coup, ça reste quand même des trucs qui doivent être gérés sur le plan diplomatique, mais pas un truc qui doit être géré genre à la fin du quinquennat. S'il fallait régler ces affaires-là, et d'ailleurs il n'y a pas que l'Algérie qui est concernée, il y a d'autres pays du Maghreb, mais il n'y a même pas que d'autres pays du Maghreb qui sont concernés, il y a d'autres pays avec lesquels les discussions par rapport aux OQTF sont dans un ventre mou, on va dire. Le problème, c'est de se saisir de cette question à un peu plus d'un an de l'élection présidentielle. Voilà, en fait, on peut pas... Un peu moins d'un an. Ouais, mais 6 mois. Tu vois, mais oui, voilà, c'est ça. Donc, en fait, on ne peut pas... on ne peut pas prendre, on va dire, cette question-là qui est aussi une question diplomatique qui concerne un État qui n'a rien à voir avec l'agenda présidentiel de la France, et on ne peut pas s'en servir comme étant un argument de campagne. Un peu déguisé certes, mais un argument de campagne quand même. Comme en fait une volonté, tu vois, d'être intransigeant sur l'immigration, etc. Moi, je trouve que c'est gênant, notamment dans les relations qu'on est censé tisser avec nos partenaires internationaux. Et la France, au regard par rapport à l'Algérie, ça reste quand même un partenaire international avec lequel il doit y avoir des améliorations dans la relation. Et ça se dégrade de plus en plus. Et ça ne devrait pas. Pourquoi ? Parce que vu les relations toujours tendues qui ont existé entre la France et l'Algérie, et de toute façon on sait pourquoi, au contraire on devrait tout faire pour que ça aille dans un sens. Mais en même temps, tu vois, d'ailleurs tu vois, c'est le en même temps d'Emmanuel Macron, parce que d'un côté il y a cette politique mémorielle par laquelle il s'adresse à la diaspora algérienne en France, et même au Maghreb, et même à l'Afrique d'une certaine manière aussi, parce que c'est une politique liée à la décolonisation. Et de l'autre côté, avec ces embrouilles autour de l'OQTF, il marche sur sa jambe droite, donc même un peu plus que droite, quoi. Donc en même temps devient une incapacité à se positionner, et une brouille en fait dans le positionnement qu'il devrait avoir dans la campagne présidentielle. Mais il faut pas prendre en otage la diplomatie internationale. Tarek, un dernier mot là-dessus. Alors, que dire en fait, tout a été quasiment dit. Sur la politique des visas, je rejoins largement. Aujourd'hui, c'est pas n'importe qui à qui on donne son visa. Il faut beaucoup de corruption pour ça, et ils en font toute une histoire. Alors que clairement, la France, elle a une politique extérieure, commerciale, militaire, sur tous les niveaux, que sans l'étranger, sans les étrangers, sans les pays étrangers, France, Afrique, Asie, Amérique et autres, la France, en fait, elle aurait une économie à zéro. Donc, quand on a des Éric Ciotti, des Xavier Bertrand qui essaient de faire du Zemmour façon Aldi, on a juste envie de rire. J'ai envie de dire déjà, monsieur Bertrand, occupez-vous du Hauts-de-France qui est devenu le Haut-de-Chômage, et monsieur Ciotti, vous n'êtes même pas capable de gérer votre territoire, Nice qui est devenu un Far West. Alors venez pas nous expliquer ce que vous allez faire pour la France, et surtout ce que vous allez faire pour les étrangers, sachant qu'en sous-main, vous approuvez beaucoup de choses avec beaucoup de représentants communautaires à travers Nice. Donc taisez-vous. Moi je pense que il y a des positions à la droite qui sont propres à Jacques Chirac et justement à la diplomatie et au respect de tous qu'il faut avoir, et ne pas rentrer tous, comme l'a fait Montebourg, dans un délire zémourien. Dans un instant, le crack à Paris, quand tout le monde se renvoie la balle. On en reparle dans un instant sur France Maghreb 2 avec la mascarade Morandini. C'était hier sur CNews. À tout de suite. Génial. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec à nos côtés aujourd'hui. Vous pouvez donc intervenir aussi, amis auditrices, auditeurs. Et tout à l'heure, dans le cadre de Libertad, on lance un peu cette proposition justement à vous, peuple de France, de faire vos propositions pour la présidentielle 2022. Voilà, on peut être chacune et chacun acteur de propositions, pardon. Et hier, on a eu une proposition très intéressante, un auditeur qui se disait favorable au retour du tablier à l'école. Vous voyez, retour du tablier à l'école pour qu'il n'y ait pas justement de différence. Pas le tablier, mais comment ça s'appelle? Aidez-moi là. L'uniforme. L'uniforme, voilà. Merci beaucoup, Rudy. Retour de l'uniforme. Vous pourrez vous servir de Libertad tout à l'heure en fin d'émission.
pour vous faire vos propositions. Qu'est-ce que vous aimeriez, vous, proposer pour changer la France dans le cadre de ces élections présidentielles? Mais on n'en oublie pas, parce qu'elles sont importantes aussi, les législatives, très important. Rudy Kazi est avec nous il est délégué général de l'association des élus de France et conseiller municipal. Ahmed Nawej, qui est lui vice-président des instances du PRG, c'est Parti radical de gauche, mais président aussi de Seine-Saint-Denis. Et notre ami Tarek Sassi, qui est avec nous, catcheur international, prof de catch, mais aussi fondateur du collectif Paris Anti-Crack. Et justement, du crack, on va en parler. Le crack à Paris, le crack porte de la Villette maintenant, avec hier donc l'émission de Morandini, que je vous propose d'écouter juste un extrait. C'était dans l'émission de Pascal Praud, lorsque Morandini faisait un petit teasing de l'émission, et lui-même est obligé d'avouer que à l'arrivée de CNews, on a procédé à un grand nettoyage. Écoutez. C'est le grand nettoyage, effectivement, qui est en train d'avoir lieu devant nos caméras. Regardez, voilà. Et on arrive, et là, on est devant le fameux mur, vous le savez, qui est là, le fameux mur qui a été construit pour empêcher les migrants et les toxicomanes, décidément. Voilà, déjà première bourde de Morandini, les migrants, non, c'était pour les toxicomanes, effectivement. Alors, Tarek, tu étais sur place hier. Ouais, j'étais sur place de A à Z, j'ai vu Morandini directement, il y avait Stanislas Rigaud qui attendait, qui est venu, qui m'avait dit bonjour et que j'ai envoyé chier, proprement dit. Et puis, s'en est entamé une belle embrouille avec l'équipe de production en disant « Ce type-là n'a jamais vécu ici, de quel droit vous lui donnez la parole ?» Et à partir de là, justement, quand j'ai dénoncer en fait toute l'idéologie zémourienne qui se découle des programmes de Morandini et puis sur beaucoup de programmes de CNews, c'est-à-dire que j'ai pas fait le mec qui se couche, à partir de là, c'était fini, on me donnera plus la parole, vous parlerez plus. Ils m'ont dit de toute façon tout ce que vous voulez c'est passer à la télé. Je lui dis oui bien sûr j'ai envie de passer à la télé parce que je vais parler pour ces gens-là qui font la queue à la CAF, qui ne sont jamais reçus, qui manquent de services publics et qui en plus de ça subissent constamment l'ultra-violence des deals de drogue et de la toxicomanie dont moi-même je ne fais partie. Je ne gagne pas ma vie avec vos passages télé. Ne parlez pas de feu des projecteurs parce qu'ils aiment bien utiliser ce truc-là quand vous me faites passer en FaceTime et vous voulez pas que je me retrouve en plateau avec des élus qui se moquent de nous et qui nous méprisent en faisant l'apologie des salles de shoot et que tout va bien. Et quand on voit en fait qu'au final la construction de ce programme, c'est des élus, Madame Gentrification et l'usurpatrice que je ne nommerai pas, parce que je pense qu'elle a assez fait de mal comme ça. Stéphanie Benoît ? Je connais pas. Oui. Enfin bref. Elle est sur tous les plateaux en l'occurrence. Oui, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'elle est appuyée par deux municipalités, celle de Pantin et d'Aubervilliers. Ah oui, une de gauche, une de droite. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, elle marche avec les communistes en se disant de droite, alors que voilà, toute personne qui parle de la privatisation des HLM, elle ne les fera pas, elle ne laissera pas parler. Toutes les personnes qui veulent parler pendant les manifestations, elle empêche de parler. Et chaque manifestation servent de tribune aux élus. Mais pourquoi Morandini qui fait le choix avec son équipe d'aller sur place, et on peut au moins lui reconnaître ça, c'est bien quand même d'aller voir ce qui se passe et de montrer aux gens ce qui se passe réellement. Montrer quoi une intervention Attends, écoute bien Christophe. Montrer une intervention policière de 100 policiers qui sont intervenus à l'arrivée de Morandini et de son équipe. Jamais on a eu autant de policiers sur la place Auguste Baron ou sur Aubervilliers ou Pantin. Une cinquantaine d'agents municipaux, dont des policiers municipaux qui sont là, qui sont mobilisés. De Paris, hein. On n'est pas en train de parler de Pantin et Aubervilliers. Et en plus de ça, c'est pour mettre en valeur les élus. Attends, Tarek. Les élus de la Seine-Saint-Denis. Quand on dit des émissions, oui, ils parlent des choses sans jamais aller sur place. Là, ils vont sur place, peu importe, effectivement, avec le Il a annoncé qu'elle allait sur place. Ouais. Il a annoncé qu'elle allait sur place. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la police lui a dégagé le terrain, lui a assuré la sécurité. Ouais, mais ça, les toxicomanes, écoute bien, les toxicomanes étaient parqués comme des animaux. Les toxicomanes, à cause de Morandini, étaient parqués comme des animaux, maltraités, bousculés par la police parce qu'il fallait assurer à tout prix le show business de ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être dites. On a forcé pour que Bader puisse prendre la parole parce que l'adjointe à la sécurité faisait semblant d'avoir maîtrisé le sujet alors qu'elle était complètement à l'ouest. Et
le pompon sur la Garonne, comme on dirait dans le Jura, c'est quand Monsieur Morandini fait venir Stanislas Rigaud avec une grande haie d'honneur et lui dit « Alors, Monsieur Rigaud, quand Monsieur Zemmour deviendra président, est-ce que vous pensez qu'il maîtrisera ce genre de situation ?» On n'a pas parlé de Mélenchon deviendra président, on n'a pas parlé de Xavier Bertrand deviendra président, on n'a pas parlé de Anne Hidalgo, on a parlé de Zemmour. Et à chaque fois, c'est de la mise en avant de Zemmour. Et le but de cette embrouille, au tout début entre moi et lui, c'est, je lui ai dit, vous faites aujourd'hui de la récupération pour mettre en avant Zemmour, comme cette histoire avec la dame voilée. Et à partir de là, il avait décidé de me mettre 2 gardes du corps contre moi, dont un qui fait 2,7 m, 150 kilos, à qui je passe un bonjour, qui a été, à part me boucher le passage, il a été super gentil, pour justement qu'on ne dise pas des choses contre Zemmour ou Stanislas Rigaud. Mais Stanislas Rigaud, je l'ai pris à part, je l'ai embrouillé, et il a dit qu'il accepterait de faire un débat contre moi. Je l'attends de pied ferme. Très bien. Alors, ce qui me gêne dans tout ça, moi... C'est un des mecs de Zemmour. Il est issu du forum jeuxvideo.com et puis un beau jour, il en a eu marre, il s'est politisé. Ahmed Lawedge. Non, l'histoire de ce problème, notamment lié à la toxicomanie, ça date pas d'aujourd'hui. Sur Aubervilliers ou sur Pantin ou sur Paris. Le crack, on en parle depuis 10 ans. C'est un alibi politique. Voilà. Moi, ce qui me gêne un petit peu, plus de 10 ans, 15 ans, voilà, une trentaine d'années. Mais ce qui me gêne un petit peu, c'est que les pouvoirs publics, les uns comme les autres, les municipalités, tout le monde se rejette la balle. Et c'est pas normal. Moi, je prends l'exemple dans les pays nordiques. Quand il y a un problème comme ça, on essaie de trouver une solution. La solution, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, c'est des gens qui sont en difficulté, qui sont malades. Ces gens-là qui prennent Qu'est-ce le qu'on crack. en fait? Non, moi je veux pas les emmener. Moi, il faut les soigner. Excusez-moi, mais il faut les soigner. Comment il faut les soigner. Il y a aujourd'hui des rhumatologues, il y a des cardiologues, il y a des addictologues. Et ben il faut à un moment donné, on les emmène. Sinon, on laisse traîner ça. Et moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle à l'époque où, en Seine-Saint-Denis, dans les années 70-80, on laissait courir l'héroïne partout, parce qu'on disait, de toutes les façons, les gens qui le prennent, c'est des gens de 2e classe, donc on n'a pas besoin, ils mourront. Par contre, les gens qui étaient à Paris, qui prenaient de la cocaïne, on laissait faire, mais il n'y a pas de problème. D'accord? Il est là le véritable problème, c'est qu'on laisse faire ce genre de choses. Et là, c'est non-assistance à personne en danger. Et là, encore une fois, la loi doit être la loi de la République. La loi qui fait qu'à un moment donné, les maires se rejettent pas la balle. Quand je vois le maire de Pantin qui dit « Alors, c'est pas de ma faute, hein, c'est la faute de l'État. » C'est faux. Il est dans une municipalité où il y a un service social, où il y a un service santé. Et donc, il devrait faire en sorte, même si il passe outre ce qui peut pas se faire au niveau de l'État, il prend ses responsabilités, il le fait. Ouais. Et c'est là le véritable problème. On va continuer d'en parler dans un instant. Et puis d'autre part, je terminerai, c'est que c'est vrai que voilà, encore une fois, à qui profite le crime? C'est qu'à un moment donné, quand t'aimes bien cette phrase, toi. Bien sûr. À qui profite le crime? Bah oui, parce que BFM, excusez-moi, Zemmour, ils en ont fait une bouchie aussi. Morandini, c'est encore, ça montre que la France ne va pas, et que c'est à cause des gens. Alors sur BFM, attendez, stop. On en continuera d'en parler dans un instant. Ne vous inquiétez pas, on écoutera aussi notre ami Rudy Kazi et on écoutera aussi le profil allemand qui était l'invité de BFM TV hier soir. Juste après ceci, à tout de suite. Le crack à Paris quand tout le monde se renvoie la balle. À tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2, effectivement le crack à Paris, on en parle, j'ai envie de dire malheureusement, parce que c'est un sujet auquel on trouve pour l'instant aucune solution, et quand j'ai titré finalement ce sujet, tout le monde se renvoie la balle. Aujourd'hui, c'est vraiment la patate chaude. Oui, la patate chaude. C'est l'expression de merde là en ce moment qu'ils utilisent tous, la patate chaude. Alors vous aviez effectivement, c'était un sujet qui était en concurrence hier avec Morandini le matin. Donc à cet endroit qui est à proximité de la porte de la Villette, et hier soir BFM TV qui en a fait un reportage sur le terrain, alors que ça devait être en plateau, effectivement, et puis après il y avait des invités, voilà, là pour le coup. Et sur les invités il y a quelque chose à dire, hein. Sur les invités de qui? Les invités qui ont été interrogés sur le plateau. Donc on a en direct. Tu parles de quoi? BFM ou c'est BFM TV, BFM TV. Hier soir. Oui, alors on a eu le maire, on a eu le maire de Pantin. D'accord, Bertrand Ken. On a eu tous castés et sélectionnés des riverains assez proches du maire. On a eu l'usurpatrice en chef, Madame Gentrification.
Et ces gens-là se sont revendiqués, bien sûr, Collectif 93 Anti-Crack, alors que les fondateurs, c'est Bader et moi, parce que Bader a toujours été sur Paris. Et on a bien vu aussi que toutes les personnes qui étaient mises en avant comme victimes, on n'a jamais eu une personne issue de l'immigration ou étrangère. C'est dire que voilà, en fait, c'est dans le visuel, en fait, c'est eux contre nous. Voilà, c'est-à-dire que nous, issus de l'immigration, musulmans, étrangers, congolais, camerounais, tout ça, ça veut dire que on ne subit pas la violence, on ne se réveille pas à 6h du matin pour aller travailler, on ne fait pas en sorte de préserver nos enfants de la drogue. Non, nous, en fait, on est de l'autre côté. C'est limite, on est sur Auguste Baron. On a deux problèmes aujourd'hui, Tarak, Ahmed et Rudy, c'est que effectivement, vous avez la situation de ces toxicomanes qui sont dans une situation dramatique. L'endroit où ils sont installés d'ailleurs était très joli à la base, hein. Il y avait une belle pelouse, etc. Oui, tout a été gâché. Et ça va devenir un crématorium. C'est de la boue. Alors on est rejoint, messieurs, dames, par notre ami Bader qui est avec nous. Qui est déjà venu. Hein. Bonjour Bader. Bader, est-ce que tu nous entends, Bader? Allô Bader. Bader est avec nous mais il ne nous entend pas visiblement. On va essayer de voir ce qui se passe. Justement, la problématique, Ahmed, c'est la situation aussi des riverains qui vivent cette situation dramatique, des agressions, on le disait, le crack. Voilà, quand on est en manque, on se met dans des états pas possibles. On parle de viol. Il y a eu une jeune fille qui est décédée il y a pas longtemps. Voilà, les riverains vivent dans une insécurité permanente, sans qu'il y ait une quelconque réaction, aussi bien de la mairie de Paris et de la préfecture de police de Paris, qui se renvoie en l'occurrence la responsabilité. Tu vois, on en est là aujourd'hui. Moi, j'entends que les riverains doivent vivre paisiblement dans leur quartier, parce qu'en plus de ça, c'est pas un quartier chic. Donc, si en plus de ça, ça devrait l'être. Non, mais quand je dis chic, ça devrait l'être. Quand je dis entre guillemets, c'est pas péjoratif. Mais au profit de tous, pas de la gentrification. Mais je vous dis encore une fois, si cette situation-là était dans le 16e arrondissement, elle serait différente, elle serait gérée d'une autre manière. Il est là le véritable problème aujourd'hui, parce que les riverains, là, les pauvres, ils y habitent. Et moi, le premier, si j'y habite avec des enfants, bien sûr que j'aurais peur pour mes enfants concernant les problématiques de toxicomanes qui sont là et qui peuvent agresser à tout moment. Mais de l'autre côté, les toxicomanes qui sont aujourd'hui dans une situation de fragilité, mais aussi qui sont vraiment malades. Ils sont malades. Il faut savoir que quand même le crack, c'est 80%, c'est le cérébral. C'est même pas le corps qui gère, c'est le cerveau. Donc pour faire en sorte de les aider, je veux dire, à un moment donné, il faut que la politique de la santé publique dans ce pays puisse être opérationnel pour qu'on puisse les aider. Il y a besoin d'une aide de ces personnes-là. Ils ont eu des accidents de la vie, divorcés, chômeurs, qui ont peut-être fait des kilomètres et des kilomètres pour venir en France, pour venir travailler. Tout ça fait en sorte qu'à un moment donné, il faut que la France devienne à un moment donné un pays qui permette à ces gens-là de pouvoir être soignés, et que si on soigne les personnes. Moi, je dis qu'il faut aussi de la sécurité. Bien sûr que les habitants, les commerçants doivent être aussi protégés. Mais c'est un tout. Et le problème aujourd'hui, c'est que chacun, que ce soit l'État ou que ce soit les collectivités territoriales, se disent « Ah non, c'est pas moi, c'est lui. Ah non, tu as été maire, tu es maire d'une ville, tu dois gérer ton territoire. Tu es maire d'une ville, tu dois gérer pour faire en sorte qu'à un moment donné, il y ait une des solutions. Et c'est toi qui dois apporter les solutions. S'il faut que tu fasses en sorte de pouvoir réunir les gens pour pouvoir trouver une solution, eh ben tu le fais. Et tu as des moyens de le faire. Et tu dois aussi, et l'État doit aussi prendre ses responsabilités. Bader est avec nous, je crois. Est-ce qu'il nous... Bader, ils agressent les gens, ils demandent Allô, Bader, ils demandent à manger, etc. Bader, il est parti en solo là. Bader, tu nous entends ou pas, Bader? Bader. Allô. Bader. Bader, c'est pas Morandini, hein, c'est Christophe, hein. Il n'entend pas, Bader. Monte ton son. Alors on va demander à Rudy qui écoute, Rudy Kazi, sur la situation du crack. Toi, tu connais bien le 18e par exemple. Bon, on a un peu déplacé le problème du 18e maintenant à la porte de la Villette, hein. On l'a pas vraiment déplacé, pas vraiment. Ouais, comme tu dis, bon, j'ai habité dans le 18e, peut-être 4 ans, 4-5 ans, je sais plus. Et j'ai toujours ma famille qui habite d'ailleurs, j'ai discuté avec l'un d'entre eux tout à l'heure. Alors, en fait, moi, tu vois, là où je m'interroge aujourd'hui, tu vois, d'abord dans un propos d'introduction comme ça, après je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Tu vois, c'est la société dans laquelle on vit, en fait, tu vois, c'est-à-dire où est la compassion pour l'être humain? Est-ce que l'être humain, déjà, est quelqu'un, en fait,
qu'il faut aider, qui doit, tu vois, avoir le contrôle sur son avenir, tu vois, avoir des aspirations fortes, avoir une famille, je sais pas, faire des enfants, travailler, faire des choses fortes. Où est la place de l'humain aujourd'hui dans cette question-là? Moi, je regarde et je me dis, voilà des personnes effectivement qui sont atteintes du crack, qui sont malades du crack, mais encore, on parle du crack, mais il y a encore d'autres drogues aussi qui sévissent. La méthamphétamine qui est exactement. Voilà, après, bon, les consommateurs d'héroïne et de cocaïne, effectivement, sont un peu moins dans ces quartiers-là, mais on parle quand même de drogue. Et donc maintenant, quand on parle de drogue, on parle de malades, comme vient de le dire Ahmed. Donc, quelle est la prise en charge pour ces personnes? Est-ce qu'on veut vraiment les prendre en charge? Est-ce qu'on est vraiment une société de fraternité, pour reprendre la maxime de la République, ou est-ce qu'en fait on est une société dans laquelle on n'arrive plus en fait à créer de la compassion, tu vois, passez-moi cette expression, mais c'est aussi de l'amour aussi quelque part. Je veux dire, si on est français et qu'on est fraternel, on est censé avoir de l'amour pour le français qui est en face. Donc c'est une question qui se pose aujourd'hui, et on voit qu'on a du mal à répondre à cette question parce que les mesures qui sont prises dans cette situation ne sont pas prises, et donc les situations perdurent pendant des années, un coup ça va, un coup ça va moins bien, et donc du coup dans ces coins, on se retrouve à la croisée des chemins avec beaucoup de problèmes de drogue, de prostitution, sans-abri, à un moment donné c'était les Roms, etc. On a toute cette convergence et à un moment donné, ça explose. C'est un terreau. C'est un terreau. À un moment donné, ça explose. Et donc, et on voit que les décisions ont du mal à être prises. Pourquoi? On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, en fait, qui est aux manettes? Qui gère? Qui gouverne? Qui administre? Qui arbitre au milieu de tout ça? Est-ce que ces personnes ont une perception concrète de ce qu'est le sens de la vie, de ce qu'est l'être humain aujourd'hui? Est-ce que ces personnes ne devraient pas se remettre en question par rapport à leur approche de l'humain dans des situations qui en plus génèrent des problèmes structurels, des problèmes économiques, des problèmes de sécurité, des problèmes de vie sociale? Est-ce qu'elles ne devraient pas s'entourer de conseillers, des personnes qui sont en contact avec le quotidien? C'est comme la dernière fois, j'entendais le témoignage d'une personne qui travaille avec la région Île-de-France, qui était une SDF de, je sais pas, d'une trentaine d'années, et qui a mis 2 ans pour donner un rapport à Valérie Pécresse, et je crois que c'était dans l'émission là, Les Grandes Gueules. Confession, une ambition intime, voilà, plutôt. Oui, de et je trouvais ça intéressant, non pas que je dis que Pécresse elle est magnifique et tout, mais voilà, en fait, il y a des expériences du terrain qu'il faut prendre, parce que c'est aussi ça. Aussi sa part de responsabilité, Valérie Pécresse. Oui, mais alors d'abord la première part de responsabilité, d'ailleurs, il y a un fonctionnement, ok, il y a une décentralisation, il y a une déconcentration. Didier Lallement représente la déconcentration de l'État, c'est-à-dire le pouvoir qui est dévolu en charge d'administrer au niveau local. Et Didier Lallement, en même temps, lui, c'est pas à lui qu'il faut faire des reproches, c'est aux personnes qui l'envoient sur le terrain, parce que, comme on dit, le préfet, c'est le commis de l'État, c'est l'exécutant. Et de l'autre côté, donc ça veut dire en fait que le ministère de l'Intérieur a sa part de responsabilité dans le traitement de cette situation. Donc c'est Darmanin. Darmanin, pas que je voudrais faire des rappels aussi. Ceux qui l'ont précédé, son administration aussi, etc. Donc, et puis en plus, il y a aussi la responsabilité du Premier ministre au milieu de tout ça aussi. Et aussi donc la ville de Paris, parce que la décentralisation permet à la ville de Paris, qui est un département, d'avoir la charge du social et du médical. Quelles sont les mesures d'un point de vue médical qui sont mises en place pour pouvoir aider ces personnes? Voilà, et en plus, salle de shoot, non seulement, moi je suis pas partisan des salles de shoot, et de toute façon les riverains qui habitent à côté de la salle de shoot près de la gare du Nord, eux-mêmes, ils en font le témoignage. 1 kilomètre. Exactement. Et aujourd'hui, on a proposé, a priori, plusieurs sites, je crois une trentaine pour en construire d'autres. Et finalement, et Anne Hidalgo a proposé, donc ces salles de shoot, finalement, elle les a refusées. Donc déjà, une solution qui, à mon avis, n'est pas une solution pérenne. Ils n'arrivent même pas à tenir leurs engagements là-dessus. Donc on se renvoie la balle. Idéologie politique. Ça dépasse. Malheureusement, c'est des associations comme Aurore qui font un travail excellent. Non. J'étais SDF pendant 10 ans. J'ai subi Aurore. Aurore sont des bons à rien. Aurore sont des producteurs à marginaux et à toxicomanes. Je peux pas. Après, il y a que les associations qui essayent de faire des choses. Ils prennent des subventions, ils ne foutent rien. C'est tout. 9 millions rien qu'entre 2019 et 2021. Moi, Aurore, j'ai pas de. Est-ce que c'est toutes les associations comme ça? Aurore et Gaïa. Je suis pas dans le conseil d'administration d'Aurore, mais. Horreur. C'est volontaire. Horreur. Non, la question, c'est que ce que je vois, moi, je connais pas très bien le sujet, mais quand je vois, par exemple, qu'à un moment donné,
ces associations. C'est important de faire des rappels après. Ces associations, mais j'entends ce que tu dis et je peux l'entendre parce que ça peut être vrai et parce que tu l'as vécu. Mais sauf qu'aujourd'hui, on lance la patate chaude à ces associations-là qui aujourd'hui n'ont peut-être pas. La patate, ça se mange. Là, c'est pas une patate chaude, là. Non, mais quand je dis patate chaude, c'est un cancer. Patate c'est chaude. Une déresponsabilisation. Voilà, c'est une déresponsabilisation qui fait qu'à un moment donné, on dit voilà, c'est à vous de vous en occuper. C'est plus nous, c'est les services. Mais après, pour certaines associations, ça devient un partenariat inassumé de laisser les associations être devant et ensuite de dire oui, on travaille avec des associations. Et la grande responsabilité, c'est l'État. Et notre ami Bader est avec nous. Bader. Il faudrait quand même qu'il puisse intervenir. Bader. Bon, je sais pas ce qu'il fout, Bader. Tu peux essayer de le rappeler au cas où sur Skype. Ouais, mais bon, ouais. Tarek, tu voulais faire des rappels. Alors, je vais faire quelques rappels. Gaïa et Aurore, à part distribuer aujourd'hui de quoi se droguer, ils ne font strictement rien. Ils accompagnent. Rappelle qui ils sont, s'il te plaît. Alors, Gaïa, c'est une association qui est rattachée à Médecins du Monde, ou Médecins, enfin, je sais pas, une de ces associations qui est rattachée aux belles initiatives de Bernard Kouchner, mais qui faisait du show business, mais rien dans le fond. Et Aurore, c'est l'association qui travaille avec le PSA Bastille, point solidarité accueil, rattaché à la mairie de Paris, qui est censé aider les SDF. Or, moi, j'ai été sans domicile fixe pendant 10 ans. Je n'ai jamais vécu à la rue parce que je me suis toujours démerdé pour faire de la colocation ou de la location contre service. La location contre service, c'est de l'esclavage dissimulé qui est répandu dans toute l'Île-de-France. On n'en parlera pas. Et Aurore et Gaïa, en fait, laissent ce lit de misère sur lequel ils profitent. Ils ne donnent aucune formation, ils n'aident en rien. D'ailleurs, beaucoup de personnes... En fait, des fois, même Gaïa et Aurore se disputent sur certains trucs et se renvoient des responsabilités, mais ça, c'est en off. Et pareil, même à l'intérieur de Gaïa, ceux qui veulent essayer vraiment de sevrer et d'aider, il y en a qui veulent vraiment aider et sevrer, et ben ces gens-là, on les envoie vers Bordeaux. Aujourd'hui, c'est bien, en fait, ok, d'accord, on a tapé sur Anne Hidalgo, hein. C'est bon, on l'a fait, ok. Mais dans cette crise, il faut regarder les choses en face. Il y a 70% de responsabilité de l'État depuis 10 ans et 30% de responsabilité de la mairie de Paris. Parce que qui décide de tout? C'est l'État. Alors, tu cumules entre les décisions à la con de Sarkozy sur la mauvaise gestion des migrants qui ont fini toxicomanes pour beaucoup d'entre eux, la mauvaise gestion de François Hollande et la mauvaise gestion aujourd'hui cumulée de Macron avec le clou sur le cercueil, la crise sanitaire qui a multiplié par 2 le nombre de toxicomanes. On en est là aujourd'hui. On dit 40 000, avant c'était il y a même pas 2 semaines, on disait 20 000 consommateurs de crack dans toute la France. Maintenant on annonce un chiffre de 40 000 dans toute la France et 13 000 concentrés en Île-de-France. 13 000 en Île-de-France. Non mais quand même, ce chiffre a doublé parce qu'avant c'était 20 000 avec 13 000 en Île-de-France. Maintenant c'est 40 000 avec 13 000 en Île-de-France. Et là-dessus, l'État a sa responsabilité parce que le projet des salles de shoot, c'est un projet qui n'est ni de gauche ni de droite. C'est un projet que beaucoup de pays dans le monde appuient. C'est une liberté de se droguer. C'est un projet que défend Europe Écologie Les Verts en disant que il faut dépénaliser les drogues et il faut ouvrir plus de salles de shoot. Et là-dessus, je vais le dire, c'est Anne Souyris qui porte ce projet au sein de la mairie de Paris, qui fout sa merde. Et c'est plus envers elle et Europe Écologie Les Verts et Yannick Jadot que j'avais eu en interview qui n'a pas osé me répondre. Donc il y a de l'idéologie derrière. Et bien sûr qu'il y a de l'idéologie. Mais ça, tu et vois, les communistes, c'est un problème parce que l'idéologie, c'est un peu le mal de notre temps parce qu'en fait, c'est porté toujours par des personnes qui ont des accointances avec le pouvoir et qui donc du coup arrivent à imprimer sur le dos des Français des décisions qui ne sont pas contrôlées par les Français. Si l'on entend qu'on vit dans une démocratie, moi, je pense qu'il faudrait un petit peu plus de verticalité. La démocratie, c'est quand ils veulent. Avec la population. C'est-à-dire que, même en termes de gouvernance locale, il faudrait plus de pouvoir de contrôle de la population pour que la population puisse pousser, tu vois, les politiques sur des problèmes de politique publique et qui ont un impact sur le local, sur notre vie au quotidien, sur notre sécurité, sur la scolarisation de nos enfants, de façon, en fait, à pousser les politiques locaux à faire le travail, en fait. Mais pour moi, tu vois, ça, c'est une question de
pas. Beaucoup ne veulent pas le faire. Beaucoup ne veulent pas le faire. Cette crise arrange. Pardon, là, vous faites de l'entrisme. Vous faites de l'entrisme, les gars. Non, vous faites de l'entrisme. Vous le dites direct, là, les auditeurs qui nous écoutent, là, je me mets à leur place, vous faites de l'entrisme. Vous êtes comme les politiques, vous faites de la langue de bois. Vous vous caricaturez vous-même. Vous vous caricaturez vous-même. Je voulais juste parler. Vous vous caricaturez vous-même. Je vous ai dit tout à l'heure. Oui, Ahmed, bouge pas, je vais rester avec Bader. Bader. Ah, il est là. Oui, Bader. Je vous écoute. Bon, Bader, t'as vu que c'est un peu plus sympa que chez Morandini. T'as pu parler hier, on t'a vu sur CNews, Bader. Bader. Bah oui, il nous écoute. Tu nous entends. Il est même à l'image. Vous êtes sourd ou quoi, au collectif Paris Anti-Crack? Bader, tu m'entends ou pas? Je vous écoute. Ah, bon, bah très bien. Bader. Alors moi, je rentre pas dans des considérations politiques, hein. Oui, très bien, tu as raison. Alors, qu'est-ce que... Oui, c'est vrai. Quel message... Bon, moi, je rentre pas dans ces... Oui. Quel message as-tu pu faire passer hier sur CNews, dans ton bref passage? Ah non, je vous écoute. Vas-y, on t'écoute, Bader. Il y a un décalage ou quoi? Non, je rentre pas dans des considérations politiques. Pour moi. Il y a un décalage. On se croirait en truc avec l'Afghanistan. Alors, mon bref passage, c'est que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on a tiré la. Ça fait longtemps. Il y a un vrai décalage là. Bader. Ouais. Il y a un décalage d'une minute là, c'est pas bon là, on se croit en Afghanistan les gars là. Oh. Ta question et on ferme les micros comme ça. Qu'on a tiré l'assaut. Alors Bader, je te pose la question, voilà comme ça tu vas pouvoir y répondre dans une minute. La question est la suivante, quel est le message que tu as pu faire passer hier au micro de Morandini? Voilà, alors on va attendre un petit peu sa réponse, évidemment, le temps que ça arrive, hop, on croirait que... Je suis en avance, hein. Oui, plus qu'en avance même. Je suis en avance là. On t'écoute Bader. J'ai le temps de mettre deux jingles là, avant qu'il parle. Voilà, vous êtes bien en direct sur France Maghreb 2, les amis. Bader, donc, qui fait partie du collectif 93 Anti-Crack, pour nous répondre évidemment à cette question. Fondateur, s'il vous plaît. Mais oui. Oui, le fondateur. Bon, franchement, ça me saoule là. Je vous le dis honnêtement, ça me saoule ce type de truc. Ça fait amateur. Hein. On n'est pas des amateurs ici, donc on va peut-être l'appeler par téléphone, c'est mieux. Ouais. Au moins, tu veux que je t'envoie son numéro? Tu m'envoies son numéro, absolument. Quand je vous disais effectivement, vous faites de la langue de bois, c'est que finalement, on se croirait dans les émissions. Vous savez, on fait le monde, tout ça. Mais moi, j'aimerais qu'on parle concrètement, qu'on apporte des solutions. Il y a cette situation qu'on a décrite. Les solutions sur les terrains, c'est l'hôpital public. Alors qu'est-ce qu'on fait? Attendez. Non, mais répondez-moi concrètement à cette question. Que fait-on pour mettre fin à cette mascarade du côté de la Porte de la Villette, qu'on a amené à Porte de la Villette, mais qui était auparavant dans le 18e? Que fait-on pour mettre fin à cette mascarade du côté de Pantin et de Aubervilliers? Que fait-on de ces toxicomanes? Que fait-on de ces dealers? Que fait-on de ces riverains? Voilà des questions concrètes auxquelles il faut répondre. Et ne tournez pas autour du pot, les gars. Allez-y. Non, mais dealer, vous avez dit le mot. Tu as dit le mot, Christophe. Dealer, c'est la police qui doit s'en charger. Aujourd'hui, il faut savoir que ce trafic n'est pas généré comme dans d'autres villes où c'est quand même où il y a plusieurs personnes qui vendent du shit ou autre chose. Là, le crack, c'est quand même par des personnes qui sont en plus identifiées par la police pour vendre aujourd'hui ce crack, et c'est à la police de les arrêter. Après, moi je dis, c'est surtout pour les gens qui sont toxicomanes aujourd'hui et qui qui consomment ce crack, c'est à l'hôpital public de trouver des solutions pour pouvoir les soigner. On est en France, on doit les soigner. Si on veut vraiment les soigner, on a une volonté politique de le faire, et ils le feront. Sauf que là, aujourd'hui, moi, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on laisse pourrir les situations. Et concernant les commerçants et les habitants, oui, il faut les protéger. Oui, il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait aussi de la sécurité, parce que je peux les comprendre qu'à un moment donné, ils ont investi, ils ont des enfants, et on doit faire en sorte de les protéger. Bon, alors on est avec Bader, qui est fondateur du collectif 93 Anti-Crack, qui est avec nous par téléphone. Ça sera beaucoup mieux. Bader, bonsoir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Bader. Alors tu es intervenu brièvement hier dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur CNews. Quel message as-tu pu
pu oula, je recommence. Faire passer. Quel message as-tu faire pu passer, faire passer hier dans l'émission, Bader? Ouais. Alors, le message, c'était quoi? C'est que on a forcé déjà, parce qu'ils n'ont pas voulu nous laisser parler, ni moi, ni Tarek, ni rien. Alors, tous ceux qui étaient là, bon, ils avaient leurs amis, ils ont parlé avec leurs amis, ils les ont invités à parler en direct. Mais bon, moi j'ai intervenu quand il y a eu l'adjointe à la sécurité d'Aubervilliers, Madame Linenzi. Alors, c'est quoi? Je lui dis, Madame Linenzi, vous avez fait quoi pendant un moment quand on a tiré la sonnette d'alarme? Parce qu'on savait qu'un jour ou l'autre, les crackers, ils vont être, je dis pas déplacés, mais jetés à Port-de-la-Villette. Jetés, carrément, ils les ont jetés, ils ont laissé là, le mépris de l'État qu'on a reçu qu'on a reçu. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, hein? C'est qu'on a reçu ces crackers à Port-de-la-Villette. Aujourd'hui, on est en train de souffrir parce que ce matin, on s'est fait agresser. Ce matin, j'étais avec un journaliste, on a fait un petit reportage, alors on s'est fait intimider, agresser, alors qu'on était loin du parc, on était sous le pont, on était sur Aubervilliers. Sur Aubervilliers. Alors, oh là là. Vas-y, reprends-toi, mon Bader, reprends-toi. Ouais, c'est bon, je prends un thé, tranquille. On t'écoute, Bader. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu ces craqueurs sur la porte d'Aubervilliers, alors il y a eu l'intimidation de ces craqueurs et le mépris de l'État. On a été, Tarek et moi et quelques personnes, on a été voir Darmanin il y a une 15 ou 20 jours. Par deux fois, on a manifesté devant le siège du ministère de l'Intérieur. Bon, il n'a pas voulu nous recevoir, bien sûr. Bon, on a fait quand même un courrier qu'ils l'ont reçu, mais on n'a pas encore reçu la réponse. Aujourd'hui, on subit tous les jours les riverains et les habitants. Vous êtes sur Aubervilliers, Bader, hein? Ces craquages-là commencent à s'éparpiller dans tous les territoires du 93. Ils sont déjà à La Courneuve, ils sont déjà à Saint-Denis, au Bourget. Et ils n'arrêtent pas d'être. La dernière fois, on les a vus à Noisy-le-Sec. Alors là, nous, si ça va être laissé comme ça va être que tout le 93 qui va être contaminé par ces craqueurs. C'est ce qu'on pouvait éventuellement redouter, en tout cas. Merci beaucoup, mon Bader. Il y a aussi un truc qui est très important, c'est il ne faut pas. Baissez-moi les casques, là. Vous faites de l'arsène, là. C'est quoi ce délire, là? Baissez les casques. C'est pas moi. Ah, je sais pas qui c'est. J'ai dit baissez les casques parce que sinon ça me fait de l'arsène. C'est dégueulasse. Ah, on n'est pas sur Radio Antilope ici, on est sur France Maghreb 2 là. Oh, c'est méchant pour Radio Antilope. Ouais, on s'en fout. Bref. Pas pour être gentil, moi. C'est qui Radio Antilope? Ils se reconnaîtront. Aujourd'hui, les riverains de la porte d'Aubervilliers subissent la présence de toxicomanes. Porte de la Chapelle, c'est pareil. Les hôtels sociaux sont plus chargés que jamais. Ouais. La moitié des stations de métro de Paris, ça veut dire l'Est parisien, sont envahis aujourd'hui par des toxicomanes et des dealers. Saint-Lazare devient une nouvelle place forte. Châtelet s'est rempli de toxicomanes. Où à Châtelet? Où? Châtelet, tout autour du RER. Ouais. Tout autour du RER, à l'intérieur. Et je ne parlerai pas de Gare du Nord une fois que c'est fermé. J'en ai pas vu, je prends le RER tous les jours, Tarek. J'en ai pas vu. Écoute, il faudrait que je t'emmène et que je te montre exactement les sorties, les endroits, et tu verras. Alors, moi, j'ai envie qu'on passe aux propositions concrètes dans un instant, s'il vous plaît, messieurs. Ahmed, Tarek et Rudy, des propositions concrètes à faire pour qu'on puisse se sortir de ce bordel avec vous en direct sur France Maghreb 2. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, merci d'être avec nous, avec Rudy Kazi, avec Ahmed Laouej, avec Tarek Sassi sur France Maghreb 2. Alors, puisque il faut vous mettre un peu dans le concret, les gars, hein, pour qu'on soit très concret, je voudrais vous faire écouter le préfet allemand hier soir sur BFM TV. Voici ce qu'il a dit, et vous pourrez lui répondre concrètement, le préfet Didier Lallemand. Écoutez. Pour parler de ce sujet, il faut bien comprendre ce qu'est le crack. Ce n'est pas une drogue comme une autre. C'est une drogue qui est malheureusement facilement fabriquée sur un réchaud de cuisine par des trafiquants, mais des petits trafiquants. Il y a très peu de cocaïne dans le crack, et ce sont autant d'individus qui fabriquent et qui vendent, c'est-à-dire un trafic éclaté, un trafic dispersé. Et nous ne sommes pas en face de trafiquants internationaux avec des laboratoires et des filières entières qu'il faut tomber, mais une série d'individus qui vendent à d'autres qui eux-mêmes sont parfois consommateurs.
Donc c'est un trafic assez difficile, pour utiliser un euphémisme, à démembrer. Ce qui explique sa persistance et le fait qu'il existe de façon endémique à Paris. Le symbole de cette impuissance publique, c'est ce mur que vous avez construit entre Paris et Pantin. Il est même écrit mur de la honte. Il y a un tag mur de la honte sur ce mur. Est-ce que vous comprenez que ça choque? Écoutez, ce mur, je l'ai fait construire pour une raison essentielle qui n'est pas celle-là. C'est pour éviter que les toxicomanes se réfugient dans le tunnel. D'ailleurs, on a fait murer les deux bouts. Si je n'avais voulu éviter un simple passage, j'aurais fait murer qu'un seul bout. Mais ce sont les deux accès qui ont été murés. Pourquoi? Pour que nous puissions tout le temps, à chaque moment, voir ce qui se passe sur le campement. On nous dit, vous n'êtes pas là. En fait, nous sommes présents. Nous avons différentes techniques pour être présents et nous sommes présents et nous observons. Nous constituons des éléments de preuve. C'est pour ça que j'ai fait murer le tunnel, de manière à ce que les toxicomanes et les éventuels trafiquants ne soient pas à l'abri de notre regard. Puis par ailleurs, un campement sous un tunnel, c'est risqué, il peut y avoir des feux, et donc au-dessus passe un trafic automobile, ça aurait été très dangereux. Alors on me parle de mur de la honte. Mais ce que j'observe, c'est que personne, absolument personne, m'a demandé de démonter ce mur. Personne. Même pas la mairie de Paris Pas plus la mairie de Paris que la mairie de Pantin, que la mairie d'Aubervilliers. Oui, mais je comprends que ça puisse choquer. Mais je note que personne n'a demandé qu'on détruise le dit mur. C'est donc qu'il a une utilité, et c'est normal d'ailleurs. Mais penser que ce simple mur suffit à éviter ou à empêcher d'aller à Pantin ou à Aubervilliers est un peu paradoxal. D'ailleurs, on me reproche quelquefois qu'il y ait quelques consommateurs de crack de l'autre côté. Il y a un certain paradoxe à la fois à dire, vous avez fait un mur, et en même temps, il y a des toxicomanes de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'on érige le mur tout en longueur. Donc vous voyez bien ce que c'est. Vous sous-entendez quoi? Que la mairie de Paris est hypocrite? Que ça l'arrange bien au fond? Moi, je ne dis rien. Je ne dis rien. Je dis vous sous-entendez quand même cela, non? Je dis simplement, il y a un certain nombre de postures dans cette affaire de mur. Voilà, le préfet l'Allemand Tarek. Qu'est-ce que tu as à lui répondre concrètement? Monsieur l'Allemand, j'étais là le 7 juillet quand vous avez dit que la colline du crack existe toujours, que le parc Éole ce serait l'affaire de 60 jours, que vous avez méprisé nos courriers, que nos actions et nos rapports, vous les avez jamais écoutés, et que, encore une fois, monsieur est dans le faux, alors que on connaît des endroits où le trafic et la production de crack est sédentarisée dans le 18e, dans le 19e, voire même jusque dans le 12e, à Ivry-sur-Seine, et donc, et Grigny, je ne vais pas rappeler Grigny qui fournit aujourd'hui le crack le plus pur et de meilleure qualité. Et ce que j'aimerais dire, c'est que pas de meilleure qualité. C'est la meilleure qualité, c'est connu, je veux dire. Si mais d'accord, mais là ça fait une genre de promotion, quoi. Donc. C'est ce que disent les toxicos quand tu parles avec eux sur le terrain. Ouais. Voilà. Ça, c'est du concret. Il n'y a pas de qualité, c'est de la merde. C'est de la merde, bien sûr, mais c'est pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux. Moi, par rapport à moi. Je suis pas Canal+ pour faire de la pub au crack comme ils le font avec les séries qui diffusent là, comme Snowfall ou Black Mafia Family. Non, mais c'est pas parce que tu regardes une série où ça fait de la promotion du crack que tu vas en prendre. Oui, mais quand tu compares avec New Jack City. Non, mais par contre, si t'en prends déjà, ça t'incite pas à arrêter. Hein. Voilà. Non, mais quand tu compares avec New Jack City, t'es complètement déconnecté de la réalité. Donc, je sais pas si tu regardes la Canal+, sincèrement. Non, mais quand tu compares avec New Jack City où le vendeur de crack est mort. Les gens qui regardent pas la télé, tu veux dire? Mais attends. T'as vu dans quel état ça les met? Sérieusement, oui, mais Tarek, tu les connais mieux que moi sur le terrain, ils sont complètement à la ramasse. Ils suivent les médias, ils savent qui je suis, t'inquiète pas. Ils suivent les médias, il y en a qui m'aiment, il y en a qui me détestent. Mais ceux qui prennent du crack, ils sont complètement en dehors du circuit, je veux dire. Ils retrouvent raison, et Inas qu'on n'a pas retenu, et c'est que j'aurais préféré que tu me passes un extrait d'Inas dans ce documentaire. Inas raconte sa chute et qu'elle ne trouve pas d'aide pour sortir de ça. Et là, maintenant, moi, je vais parler de concret. Ce qu'on a fait avec l'union des collectifs et grâce aux moyens que Staline Crack nous a fournis, c'est qu'on a permis à 15 toxicomanes qui ont été volontaires de se sevrer en maison de campagne. Ils se sont reconstruits. Et ça, c'est grâce à Staline Crack. Taux de réussite. 2 sont retombés sur les 15. C'est bien, non mais c'est une bonne chose déjà. Mais ce que je disais, c'est du concret, ça. C'est ce qu'on a présenté partout. Sauf qu'avant-hier, et c'est grââ à Staline Crack, ça.
Oui, Ahmed. Non, je dis sauf qu'avant-hier, il y a eu 2 décès. Et moi, j'alerte aujourd'hui, encore une fois. 2 décès de qui? Toxicomane à Aulnay-sous-Bois, qui est la ville où il y a le plus d'overdoses dans la France. Mais il paraît qu'on peut pas mourir d'une overdose de crack, j'ai entendu dans l'émission. Tu mélanges. Alcool, etc. Bon, non, ce que je disais, c'est que, encore une fois, si on a la volonté politique de le faire, ils le feront. C'est comme quand on combat le terrorisme. Aujourd'hui, il faut combattre la toxicomanie, on combat la toxicomanie et on soigne les toxicos. Et ça, s'il n'y a pas une volonté. On les arrête pas. Les dealers, il faut les arrêter, les mettre en prison. Il faut qu'à un moment donné, que ça cesse. Parce que ce sont des tueurs. Et les tueurs, il faut les considérer comme des tueurs. Sauf qu'on les attrape, on les relâche. Oui, mais sauf que là, à un moment donné, il faut que la République aussi soit forte dans la décision qu'elle doit prendre quand elle juge ces personnes. Oui. Parce qu'il faut le faire. Et ça, à un moment donné, on laisse trop passer ce genre de choses. Moi, je dis, très bien. Responsabilité de l'État en matière de santé, c'est-à-dire non-assistance à personne en danger si le politique ne fait pas quelque chose. Deuxièmement, les collectivités territoriales doivent prendre leurs responsabilités aussi. Ils sont les maires, que ce soit la maire d'Aubervilliers ou que ce soit le maire de Pantin, doivent prendre leurs responsabilités. Ouais, mais ils sont pas tout seuls dans le bordel. Non, mais il faut qu'ils arrêtent de dire qu'ils sont tout seuls et qu'ils font rien, ils ne feront rien du tout. La seule solution qu'ils ont, c'est de passer à la télé et de surfer sur ce genre de problème. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est qu'à récupération et de la récupération politique zémourienne, etc., etc. Donc, 1, soigner les toxicos. 2, arrêter les toxicomanes, mais avec une volonté. C'est caricatural, vous le savez très bien, ils peuvent rien faire à eux tout seuls. Alors, attendez, comment on fait pour essayer d'écouter des gens, de faire. On peut forcer les gens à faire 3e dose, mais on peut pas soigner des toxicomanes. C'est pas les maires qui forcent à faire 3e dose, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Ce que je dis, c'est que moi, je parle de la santé publique. Et qu'il faut à un moment donné. C'est l'État qui est responsable à mettre, c'est pas la maire de. Non, mais le maire de Pantin ou la maire d'Aubervilliers peuvent faire en sorte qu'à un moment donné, qu'on puisse accueillir dans de bonnes conditions, comme, attendez, vous avez entendu l'Allemand ce qu'il a dit là ? On a fait 2 murs pour mieux les surveiller, hein, d'accord, pour qu'à un moment donné. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à un moment donné, on est où là ? On est à Gaza, on est où ? Il faut arrêter, on est quand même dans un pays des droits de l'homme. Il faut qu'à un moment donné que ces personnes-là, on les soigne. On les surveille pas, on les laisse. On les surveille pour savoir ce qu'ils font. On ne demande pas de les surveiller, on demande de les soigner. Et ça permettra, si on les soigne, de les emmener dans des structures, comme l'a dit tout à l'heure, où il y a des gens qui sont là pour les aider. Et à un moment donné, ils sont combien ? Allez, il y a combien de toxicomanes ? À peu près 1 millier à Porte de la Villette. En tout, 1 millier. Et 1 millier, avec 1 millier sur 66 millions, on n'arrive pas à faire quelque chose. Visiblement, non. Donc, écoutez, c'est la responsabilité de qui ? Pas des maires, en tout cas. C'est la responsabilité de l'État. Non, l'État a sa responsabilité. Le maire a aussi une part de responsabilité. Il doit accueillir. Il ne doit pas laisser sur son terrain municipal des personnes. Je rappelle qu'ils sont toujours dans le 19e arrondissement. Donc ça implique la responsabilité de la maire. Voilà. Et ça implique toujours la responsabilité de l'hôtel de ville de Paris et de la mairie du 19e arrondissement. Bien sûr. Et que au-dessus de ça, cette crise qui a été créée par Gérald Darmanin et le préfet, c'est Gérald Moussa Darmanin. Oui, Gérald Moussa Darmanin. Donc ce sont les premiers responsables. Alors, comment cet homme peut dire je déplace les toxicomanes devant les principales cuisines d'Aubervilliers? Voilà. Comment? C'est pour déplacer le problème vers la Seine-Saint-Denis. Et il dit que c'est pas sédentarisé. C'est le déplacer le problème vers la Seine-Saint-Denis. Encore une fois, c'est ça, encore stigmatiser. Bien sûr. Voilà. Mais c'est voulu tout ça. Ouais. On essaie de pousser vers la Seine-Saint-Denis. Vous êtes la poubelle de la France, vers la Seine-Saint-Denis. C'est ça la Seine-Saint-Denis. Voilà. Malheureusement, ça, non, on le dira non. Et je pense que les collectifs. C'est faux. La Seine-Saint-Denis n'est pas une poubelle. Allez voir Rosny-sous-Bois. Allez voir Drancy. Vous savez, on a des golfs en Seine-Saint-Denis. On a des golfs à Sevran. On a des golfs à Sevran, on a des golfs à Rosny-sous-Bois, où les gens viennent faire du golf. Moi, je préfère être à Rosny-sous-Bois qu'être à Cannes. Voilà. Bon, Rudy, il y a eu des propositions concrètes. Voilà, il a fallu que je force un peu la main là. Mais pour le coup. Non, mais c'est très bien. Non, mais comment? Parce que le riverain, lui, il vous entend parler, il dit ouais, vous êtes gentils les gars, mais moi j'en ai marre. En fait. Moi, j'aimerais que Rudy nous parle du manque de prévention sur les drogues dures. Qui est absente totale des collèges, et quand on voit en plus que fait Skyrock avec SCH qui dit une casserole et fait du crack. Non, c'est la vérité, c'est la vérité. Moi je pense casserole et ça fait du crack. Je pense qu'après Christophe dira qu'on fait de l'entrisme, mais non, moi je pense que c'est un problème de société. Pour régler un problème de société, il faut mettre en place des politiques publiques
cohérente, convergente en fait. C'est-à-dire en fait, un peu comme on l'a fait avec pour les violences faites aux femmes, faut que la drogue devienne en fait une grande cause nationale. D'accord. Donc ça veut dire que lorsque tu mets en place des politiques dans ce sens, ça peut pas être que la prévention. Ouais. Ça peut pas être que le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la circulation des gens, etc. Ça peut pas être que la police. Ça ne peut pas être que l'éducation, que le social, etc. En fait, c'est toutes ces choses en même temps qu'on doit mettre en place, en fait, pour mettre des mesures en place dans un projet commun. Donc, effectivement, il faut faire plus de prévention à l'école sur la drogue, etc., sur les risques de drogue. Mais à côté de ça, il faut faire aussi, les policiers doivent aussi faire de la prévention par rapport au banditisme. Ils sont pas là pour ça. Oui, ils sont pas là pour ça. Sur le banditisme, il a bien dit sur le banditisme. Je parle du banditisme et moi je peux te dire que lorsque le policier sort de son habitus, on va dire, et c'est son boulot sur le terrain, aller arrêter les voleurs comme on disait quand on était gamin, ça crée du lien aussi avec la population et on voit l'autre utilité que les policiers ont, c'est-à-dire de gérer en fait, on va dire la tranquillité, etc. Donc il y a donc éducation, sécurité, effectivement, et sur le plan de la justice, il faut plus de justice, il faut une main ferme en fait. Voilà. Et pourquoi ? Parce que il y a des cas récemment, on a vu que des dealers de crack se sont fait arrêter, ils ont encouru de peine de 2 à 7 ans. De 2 à 7 ans. Donc ça veut dire que la police est capable, la justice est capable d'adresser une position forte. Mais encore faut-il qu'elle ait la capacité, le temps de pouvoir le faire. Et pour avoir Quand un tu vois les suivi, temps d'administration derrière pour pouvoir gérer et administrer ce genre de cas, c'est incroyable. Donc là encore, c'est aussi une question de moyens. Il faut plus de moyens, d'argent, etc. Mais après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi derrière la réinsertion pour les anciens Tout dealers. à fait. Combien de dealers ? Merci. Moi, comme tu sais, de toute façon, j'ai grandi en cité et je vais pas dévoiler. Dealer et toxicomane, réinsertion. Exactement. Et voilà, on en a vu. On a fait. On n'a pas eu un passé toujours, mais on a fait. Et on a vu aussi comment est-ce que des personnes vont en prison pour gagner des galons et ils ressortent de là avec un carnet d'adresses, etc. ils font de la relation publique en prison. Tu vois, ça faut le dire. Dans le reportage de BFM d'ailleurs qu'il y avait des trafiquants, effectivement, des dealers qui ont été arrêtés et le trafic se passait en prison. Mais exactement. Et il y a aussi un autre problème, c'est celui aussi des migrants. Et là, le problème de la migration, c'est la question de la politique étrangère. Espace Schengen, 1, 2, 3, etc. On peut aller jusqu'à 1000. À un moment donné, il faut une coopération avec les pays africains pour faire en sorte que cette migration puisse cesser. C'est-à-dire, en fait, qu'il y ait un réel développement économique en Afrique, etc. pour empêcher ces jeunes d'aller tenter la mort en passant à la Méditerranée et d'arriver en France et risquer de devenir toxicomane ou même de devenir dealer. Soit dit en passant, il n'y a pas que des migrants qui deviennent dealers. Il y a dans le 18e, et Tarak pourra l'appuyer, il y a dans le 18e, par exemple, des Soudanais qui tiennent des commerces, des vrais commerces. Des commerces, des épiceries, des choses comme ça. Donc il y a aussi des belles histoires au milieu de tout ça. Ça va nous aider à éviter d'être dans la caricature. C'est ce côté positif d'ailleurs pour qui va nous faire conclure ce débat pour aujourd'hui. Il faut une politique globale qui permet à chacun de pouvoir, à chaque ministère, de pouvoir, avec les moyens nécessaires, de pouvoir s'inscrire dans une politique publique locale. Et pardon, juste de finir là-dessus, il faut aussi que les citoyens puissent s'accaparer un peu plus de pouvoir bouger un peu les politiques. Parce que je trouve que les manifestations dans les rues, c'est bien. En fait, tu vois, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'impeachment. Tu vois, c'est-à-dire en fait la capacité de pouvoir en déchoir de sa responsabilité un responsable politique lorsque son bilan ne cadre pas du tout avec les actions promises. Je dis pas qu'en fait il faut retirer au président sa légalité, sa légitimité, mais en tout cas il faut des instruments de contrôle au milieu de la population qui permettent aux politiques de vraiment tenir les promesses. Le président va parler, messieurs dames, dans 2h20 maintenant. Ça y est, j'ai parlé. Non, le président Macron, pardon. Je rigole. Le président Macron va parler les enjeux de cette intervention de ce soir, alors que nous apprenons que le Conseil constitutionnel vient de valider la prolongation du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet. C'est un véritable scandale quand on sait que le Conseil constitutionnel avait validé le mois d'août dernier, début août, jusqu'au 15 novembre, sur l'aspect d'un pass sanitaire à titre provisoire. Je pense que les avocats vont se régaler pour le coup. Rendez-vous dans un instant, à tout de suite. Le LGF, émission de référence, les amis, sur France Maghreb 2, avec aujourd'hui du politique autour de la table. Rudy Kazi, qui est délégué général de l'association des élus de France. Ahmed Laouej, qui est lui président de Seine-Saint-Denis du PRG, vice-président aux instances nationales. Tarek Sassi, fondateur du collectif Paris Anti-Crack, qui sont avec nous. On en a parlé du crack. Maintenant, j'aimerais qu'on parle
de Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, qui doit prendre la parole ce soir. Est-ce un crack, Emmanuel Macron, comme on dit au foot? Ouais. Il mène bien sa barque. Hein. Le président Macron, donc, qui doit prendre, vous le savez, ce soir la parole pour s'exprimer sur la reprise épidémique en France. C'est une première depuis juillet dernier. Il va appeler notamment les Français à la vigilance et à la responsabilité, sans pour autant les faire paniquer. Ce sera bien tout l'enjeu finalement de son intervention de ce soir. Il pourrait annoncer par exemple que le pass sanitaire soit pas retiré à ceux qui refuseraient la 3e dose comme un temps évoqué, parce que plusieurs cadres de la majorité ne sont pas favorables à cette possibilité. Durant cette intervention, nous dit-on, il pourrait aussi en profiter pour évoquer d'autres sujets comme par exemple l'avenir d'une éventuelle réforme des retraites, et puis également sur la situation économique du pays ou encore le pouvoir d'achat. Qu'attendre, messieurs? Réponse courte s'il vous plaît, on n'a pas 3 heures, mais qu'est-ce que vous attendez vous de cette intervention de ce soir d'Emmanuel Macron à 20h, et qu'est-ce que vous craignez ou pas d'ailleurs, si vous craignez des choses par rapport à ce qui va être annoncé ce soir, sachant qu'il y a eu un conseil de défense ce matin. Rudy, tiens, je commence à gauche là. Rudy Kazi, qu'est-ce que tu attends de l'intervention de Macron ce soir? Bah écoute, j'attends de lui ce que de toute façon nous n'aurons pas, c'est-à-dire en fait une sortie de crise du Covid-19 quand même plus... On nous parle d'une 5e vague. Après, c'est pas lui qui est responsable de la crise évidemment, mais moi je parle plus du climat social de la France, cette opposition qu'on a vue quand même ces derniers mois entre vaccinés et non vaccinés, entre pro-pass sanitaire, anti-pass sanitaire. J'aimerais en fait que ce soit un président qui soit plus rassembleur, qui tienne compte des positions et de chacun et qui puisse rassurer en ce sens. Mais effectivement, on s'attend à ce que le pass sanitaire soit prolongé, effectivement, comme tu l'as introduit tout à l'heure. Le Conseil constitutionnel a validé la prolongation jusqu'au 31 juillet. C'est ça qui a validé cette prolongation. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que du coup, là, il va avoir des chiffres, effectivement, par rapport à la remontée du Covid-19, et on la voit. Moi, je la vois dans mon entourage, c'est vrai qu'il y a une remontée du Covid-19, mais du coup, en fait, cette remontée lui donne la possibilité de pouvoir proroger le pass sanitaire, alors même que quand il a été voté, à l'époque où il a été voté, l'épidémie était en baisse. Donc en fait, les indicateurs ne servent à rien dans cette histoire, parce que Emmanuel Macron veut tout simplement que ce pass sanitaire puisse être prolongé. Pourquoi? Parce qu'il base sa communication donc de campagne ou de pré-campagne non avouée encore pour le moment, puisque ce sera toujours évidemment le dernier à annoncer sa campagne, et là-dessus il y a un duel à distance avec Éric Zemmour, ce qui est assez marrant et cocasse, et donc du coup il base son bilan là-dessus. On a eu 2 années où il s'est rien passé en France à cause du Covid-19, mais en même temps les mesures, lorsqu'elles ont été mises en place, est-ce que c'était les mesures qu'il fallait? On a eu une communication biaisée, parfois même mensongère par rapport aux masques, etc. Et donc aujourd'hui c'est vraiment le vaccin qui devient le juge de paix pour Emmanuel Macron, et de toute façon donc dans sa communication ce soir, ça va tourner principalement autour de ça. Donc je me fais pas d'illusions. Ça sert à rien en fait. L'intervention ne sert pas à grand-chose, seulement à ponctuer la parole du président dans le débat public et lui donner une sortie médiatique dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc ça sert à rien, d'accord. Oui, ouais. Ahmed Laoueche, qu'est-ce que tu attends du président de la République ce soir? Non, moi ce que j'attends, c'est que surtout qu'ils disent aux Français ce qui réellement... se passe notamment par rapport au 3e vaccin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... 3e dose. 3e dose, c'est-à-dire que la 3e dose aujourd'hui est pratiquée, je dirais, pour les personnes de plus de 65 ans ou qui ont des morbidités. Quoi. On va y avoir droit, t'inquiète pas. Donc moi, mais je pense que les Français sont déjà conquis, on va dire, entre guillemets, pour faire la 3e dose. Aujourd'hui, il faut le savoir qu'il ne faut pas... moi, je pense que tout le monde... ça, c'est mon avis personnel. Le vaccin doit être obligatoire. Mais ça, c'est encore une fois un avis personnel. Parce que je pense qu'aujourd'hui, cette maladie-là va nous suivre assez longtemps. Peut-être 3, 4, 5, 6 ans. Et je pense qu'on sera amené toujours à se vacciner. Ce que va dire le président de la République, c'est que voilà, il va essayer de faire passer un message en disant...
comme vous l'avez fait lors de mon dernière intervention au mois de juillet. Il y a une mobilisation forte des gens qui sont partis se faire vacciner. 1,5 million de rendez-vous sur Doctolib. Voilà, il faut le savoir. Donc là, ça va être la même chose, c'est-à-dire pour booster encore une fois. C'est un VRP en fait, Macron, c'est ça, c'est un VRP des vaccins. Je pense que là aussi où il faut faire là où il faut faire attention, c'est aussi pour pas à un moment donné, avec cette montée, on va dire, de Covid qui est en train de qu'on voit en France monter de jour en jour, c'est que les hôpitaux risquent d'être encore une fois saturés, et c'est la crainte de l'État de se retrouver. Qui a fermé les lits dans les hôpitaux depuis un an? Non, mais moi je dis. Non, mais Ahmed. Je dis que les hôpitaux vont être saturés. Je dis que les infirmières vont être et les médecins vont être dans une situation critique. Donc c'est vrai que voilà, ce que j'attends, c'est qu'ils disent aux gens comment faire, de quelle manière. Après, sur le reste, il va parler aussi, je pense qu'il va parler aussi de pouvoir d'achat. Je pense aussi qu'il va parler aussi d'économie. Voilà. Je pense qu'il s'en est pas mal sorti. Et qu'est-ce que t'attends, Ahmed, de son intervention? Parce que effectivement, il va parler de ça. En gros, qu'est-ce que t'attends? J'attends de voir ce qu'il va dire parce que je l'ai pas encore écouté. Oui, d'accord. J'attendrai ce soir je peux pas aujourd'hui dire ce qu'il va dire. Moi, ce que je dis, c'est les entrelignes que je dis dans les différents journaux. En fait, t'en attends pas grand-chose. J'attends de voir ce qu'il va dire. Il y a pas de surprise, en fait. T'attends. Moi, s'ils disent demain qu'il faut à un moment donné que l'essence baisse, que je dirais le fait que les factures d'électricité des gens baissent, que la facture de gaz baisse, que les factures d'essence baissent, moi je serais heureux parce que aujourd'hui c'est ce véritable problème qui. C'est ça le problème finalement. On ne fait que de parler du Covid. En fait, on n'en avait pas trop parlé ces derniers temps parce qu'avec la campagne Zemmour, etc. Et là on a eu Zemmour. Maintenant on a le Covid. Là et ça revient. Dommage qu'Emmanuel Macron prenne la parole régulièrement. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est. Alors il paraît qu'il devait annoncer sa candidature aujourd'hui, Zemmour. On attend. Toujours pas fait encore. Il a dit qu'il ferait le jour. Ou peut-être plus demain, histoire de couper l'herbe sous le pied. En tout cas, avant le 15 novembre. Ah ouais, on va voir. De toute façon, on sait qu'il va la présenter, on s'en fiche. On s'en fout. Tarek. Alors, moi. Qu'est-ce que t'attends du président de la République ce soir? De la propagande, uniquement, de la propagande présidentielle. Dire. Comment ose-t-il de la propagande. Bah oui, comment ose-t-il dire que l'économie remonte alors que plusieurs magasins sur Paris sont fermés depuis presque un an et ils ne réouvrent pas? Comment peut-il parler de relance alors qu'il y a un restaurant qui fonctionnait quasiment 24 heures sur 24 devant Gare du Nord qui est fermé et qui sert de squat aujourd'hui à SDF et à toxicomanes? Moi, ce que je vois en fait, c'est une continuité de propagande. On impose une propagande aux gens, on doit fermer notre gueule, exactement comme ce qui s'est passé avec Morandini hier qui imposait qui pouvait parler, qui ne pouvait pas parler et ce qui était bon pour Zemmour. On va avoir exactement la même chose mais du côté de Macron, et en fait c'est que ce soit Zemmour ou Macron, c'est une même pièce, c'est pile ou face, mais au final c'est la même sanction. Roulait pour Macron finalement, hein? Mais ça il y a aucun doute. Tu vois, dans l'analyse politique qu'on peut en faire, Emmanuel Macron, la candidature de Zemmour, elle est très utile pour lui. Pourquoi? Parce que ça bouffe des voix à droite. Donc du coup, et à l'extrême droite, etc. ou Bertrand, ça lui bouffe des voix. À l'extrême droite, effectivement. D'ailleurs, on attend que Zemmour lance sa candidature parce que derrière il va y avoir d'autres soutiens, Marion Maréchal Le Pen, etc. Donc pour bloquer encore un peu plus Marine Le Pen. Elle ne soutiendra pas. Si, elle va le soutenir. Mais Marion en fait, Maréchal, c'est dans 5 ans, je vous le dis, moi. C'est pas maintenant. Non, j'ai pas dit qu'elle va se présenter, j'ai dit qu'elle va soutenir Zemmour. Est-ce qu'on a le droit de dire que Marion Maréchal Le Pen est une jolie femme? Comme toutes les femmes. Mais juste pour finir là-dessus. Ouais, rapide, j'ai la pub. Oui, en fait, Zemmour, du coup, devient l'allié utile d'Emmanuel Macron parce que ça va fini mon analyse. Ça va couper. Désolé, mon vieux. J'irai pas jusqu'à dire idiot utile parce que je pense que Rudy, tu m'as bouffé du temps sur mon analyse. Voilà, c'est ça, c'est Rudy. Je pensais que t'avais fini. Non, j'avais pas fini. Dans un instant, messieurs, dames, le peuple a la parole. Dans cette émission, il s'appelle Libertad. On va les écouter et j'aimerais vous entendre faire des propositions pour changer la France, des propositions concrètes comme celle de notre auditeur d'hier. Mais si vous avez envie de parler d'autre chose, coup de gueule, coup de cœur, engueuler Rudy par exemple, ou Tarek ou Ahmed, n'hésitez pas, 01 40 33 9000, vous avez la parole, prenez-la dans un instant, à tout de suite.
Le LGF sur France Maghreb 2, le grand forum avec cette dernière partie, c'est Libertad sur France Maghreb 2. Libertad, c'est quoi? Vous nous appelez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire. L'occasion, vous en est peut-être donné de nous faire des propositions concrètes pour changer la France, propositions qui vous sembleraient intéressantes de proposer à l'antenne sur France Maghreb 2, qu'on pourrait éventuellement d'ailleurs débattre, comme ce fut le cas hier, pour le retour de l'uniforme à l'école, d'un auditeur qui nous a proposé cette proposition concrète. Vous êtes pour rapidement? Oui, ouais, comme au Japon. Ouais, comme au Japon. Ouais, Arigato gozaimasu. Oui, d'accord, très bien. Allô, bonjour, qui est avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Salut l'équipe. Chantou, comment allez-vous? Salut mon Jamel. On t'écoute mon Jamel. Vas-y, on t'écoute. Libertad, c'est ouvert, on t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, le petit coup de gueule sur Skyrock, je le comprends. Après, il n'y a pas que Skyrock, malheureusement. Ah, merci. C'est la responsabilité d'un peu tout le monde qui écoute ces merdes. Pardon du terme, mais voilà. Ça, vous êtes des intolérants, les mecs. Merci, bravo. Dit, ouais, nous avons évolué un peu. Non, mais vous êtes des intolérants, vous êtes des ringards. Skyrock, premier voilà, sur le rap. Après, moi, Franck Lézard, je le salue au passage, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Bref. J'ai rien compris, Jamel. C'est qui que t'as fait ça? Jamel, t'as plus de réseau, rappelle-nous, Jamel. 01 40 33 9000. Évidemment, faut que ça aille vite, hein, les gars. Faut pas non plus que ce soit des monologues. Hein. Attention, c'est Libertad. 01 40 33 9000. Jamel, on t'a coupé parce qu'on t'entendait plus en fait. Hein. Donc, si tu veux nous rappeler, évidemment, sois le bienvenu. 01 40 33 9000. Prenez la parole. C'est votre moment, c'est votre espace de liberté plus que jamais. France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous? Oui, bonsoir, c'est Farid de Courbevoie. Salut Farid de Courbevoie. Comment ça va, mon Farid? Ça va tranquillement et toi? Eh ben très très bien, on t'écoute mon Farid, vas-y, entre dans la danse. Moi je trouve qu'on laisse pas assez parler Anas Kazib et Yassine Bellatar dans les médias. C'est vrai. Eh ben écoute, on va l'inviter la semaine prochaine. Anas Kazib. Il sera avec nous la semaine prochaine, Anas. Quel jour? Je sais pas encore. Je vais y être. Parce que Bellatar, il est dans les médias. Hein, Bellatar, on l'entend plus trop, oui. Plus beaucoup. Ouais. Chez Hanouna, le problème, c'est qu'il a dit que si Zemmour se présentait, il se présentait à l'élection présidentielle. Eh ben on va voir s'il va aller jusqu'au bout. C'est tout pour toi, Farid? Moi, je préfère plus un Anas, même si... C'est tout. C'est tout, merci mon Farid. Anas, il est équilibré. Ouais. Voilà. C'est le cheminot, là. Oui, c'est le cheminot. Je préfère un Anas que... On l'a reçu plusieurs fois. Un Yassine Bellatar. Largement. 01 40 33 9000 les amis, c'est votre moment, votre espace de liberté où que vous soyez, vous appelez, vous prenez la parole. Allô, bonsoir, qui est avec nous? France Maghreb 2, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame, quel est votre prénom? Bonsoir messieurs, pardon, excusez-moi. Bonsoir madame. Je voudrais juste dire un petit mot concernant vos interventions par rapport aux élections présidentielles. J'aurais voulu les uns et les autres que vous ayez une parole pour encourager les jeunes de notre communauté à aller voter, chose malheureusement qui ne se fait pas. Oui. Ça ouvre des voix à malheureusement des partis politiques qui sont contre nos valeurs. Ça déjà, parce que c'est très 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 important que les jeunes votent, puissent donner leur point de vue sur les présidents qui vont les gouverner. Ça c'est très important parce que hélas, je sais pas, je ne sais pas, ils disent pas ce qu'ils pensent, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont dans l'ombre. Très bien. Votre prénom, chère madame? Votre prénom? Linda de Marseille. Linda de Marseille. Quel temps fait-il à Marseille, Linda? Il a fait très bon ce matin et là il fait un petit peu humide comme tous les soirs maintenant. Ah bah écoutez, merci beaucoup Linda. En tout cas, vous nous écoutez sur le 93.8 à Marseille. Merci Linda. À bientôt. Pour inciter les jeunes, faut que les parents jouent le jeu aussi. Hein. Faut que les parents incitent beaucoup leurs jeunes à aller voter. Hein. Parce que, voilà, nous on va le faire, mais je trouve que parfois les parents. Et Jamel, il est où là? Il s'est barré, Jamel? Il est là. Là. Bon, Jamel, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Termine mon Jamel, vas-y. Je veux qu'on applique les lois françaises et qu'on les redépoussière. Franchement, si on appliquait les lois, ceux qui sont condamnés passent leur peine et qu'on condamne ceux qui doivent être condamnés. C'est d'un basique, mais c'est pas appliqué. Ouais, basique. Très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Merci mon Jamel. Merci mon Jamel. France Maghreb 2, bonsoir, qui est avec nous? Miaou. Ah. Il y avait longtemps, tiens, les imbéciles sont sortis, voilà. Il y a un chat voilà. Et tu vois, à force de provoquer Skyrock, voilà ce qu'ils nous envoient leurs auditeurs. Skyrock. Merci Tarek. Ouais. 01 40. C'est peut-être Diffoul, hein? 9000. Non, bah arrête. Diffoul, laisse-le, mon pote Diffoul. Hein, David? Je le sais. Invite-le, j'aimerais bien aller être en débat avec lui un jour. Non, je vais pas l'inviter, tu vas le matraquer, tu vas le maltraiter, après je vais passer pour quoi, moi? Hein? France Maghreb 2, bonsoir.
01 40 33 9000 évidemment. C'est Libertad, effectivement. Vous nous appelez si vous avez des choses à dire, des choses intelligentes, bien entendu, et des propositions à faire éventuellement pour changer la France. Eh bien, c'est possible aussi dans ce cadre-là, avec nos 3 lascars aujourd'hui autour de la table. Rudy Kazi, Ahmed Laouej et Tarek Sassi sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000. La liberté, ça n'a pas de prix, mais c'est bien évidemment en activité tous les jours sur France Maghreb 2 dans cette émission. Allô, bonsoir. Ouais, Ah ouais. C'est quoi ce délire du temps où j'étais un peu plus présent, il n'y avait pas ces trucs-là, hein, Christophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça fait juste 2 semaines que je suis ouais. venu. Non mais c'est un crétin qui veut s'abîmer, qui veut s'amuser. On a son numéro. Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Ouais, pour relever le niveau là, parce que franchement, on va dire que les auditeurs de France Maghreb 2 sont vraiment de très bonne gamme. Les bruits là de... Mais non, c'est pas lui. Mais non, t'inquiète. On a relevé son numéro. T'inquiète pas, on va s'occuper de lui. Okay, ça va. Bref, non, moi je voulais juste dire une petite chose. Ton prénom, mon vieux. Concernant les bavures policières. Oui, ton prénom, s'il te plaît. Qu'on dissout de la police des polices et que c'est un jugement des citoyens qui juge. D'accord. Proposition, c'est dissoudre la police des polices et créer un organisme indépendant. Alors, on est d'accord. Des citoyens. Voilà, c'est ça. Ouais. Ton prénom, c'est quoi? C'est Chafik d'Épinay. Chafik d'Épinay. Merci mon Chafik. Voilà une proposition concrète. Ça marche. Merci beaucoup, c'est noté. Voilà une proposition concrète. Voilà, comme on les aime. Au passage, c'est pas possible. Hein. Pourquoi c'est pas possible? Bah non, on peut pas dissoudre en fait la police des polices. En fait, par contre, ce qu'il faudrait faire en fait, c'est que eux, ils puissent faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire en fait poursuivre, enfin plutôt faire des enquêtes en interne, etc. Mais que obligatoirement, la justice ait un droit de regard sur les affaires qui font pas l'objet d'un procès derrière. Parce que le problème, c'est que on peut pas être jugé parti, Rudy. Justement, c'est ce que je te dis. Bah non, on peut dissoudre la police des polices, bien sûr que si. Bah, que ce soit pas des membres de la police qui jugent leur propre... Non, mais c'est pas le problème. En fait, la police le problème de la police des polices, c'est lorsqu'ils font des enquêtes et qu'ils ne transmettent pas à la justice, tu vois, qui n'instruisent pas en fait les médecins, c'est pareil. C'est ça le souci. Mais la police des polices la police des polices doit exister, mais par contre, c'est pas eux qui doivent s'occuper des bavures policières. Il y a un projet de loi qui est en train de se mettre en place dans ce sens. La justice doit s'auto-saisir elle-même pour traiter les bavures policières. Alors, très vite, on va accueillir un dernier appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Christophe, bonsoir... Ton prénom Nabil de Garches. Nabil de Garches, on t'écoute, vas-y, tu fermes la boutique aujourd'hui, vas-y mon Nabil. Ok, ça marche. Écoutez, moi Christophe, toi souvent t'incites souvent tu ressors souvent ce sujet-là et c'est très important de le signaler. C'est par rapport aux élections, ce serait bien que notre communauté se décide se mobilise déjà. Pour se décider sur un seul parti, sur un seul candidat. Ouais, ça il y a du boulot. Ça y a du boulot, mon Nabil. Je te le dis direct, il y a du boulot. Le problème c'est qu'on se divise et à chaque fois et après ça sert à rien de se plaindre. C'est impossible. Déjà de faire venir les gens à venir voter, déjà ce serait déjà un grand pas. Peu importe pour qui ils votent, mais déjà que les quartiers se mobilisent et qu'ils aillent voter pour peser, ce serait déjà une bonne chose. Peu importe pour qui voter, mais vous allez voter, c'est important. Surtout que les parents jouent leur jeu. Dans l'éducation des enfants, on doit apprendre aux enfants à voter. Non, j'ai dit parce que la politique, c'est soit on s'occupe de la politique ou c'est la politique qui s'occupe de toi. Exactement. Voilà, merci mon Nabil, je t'embrasse. Allez, merci à vous les gars. Merci mon Rudy. Merci beaucoup Ahmed. Merci à toi, ça va, c'est bien passé la première? Très bien, super, merci. T'as vu, au début j'ai été tranquille. Hein. Puis vous m'avez énervé, j'étais obligé de m'énerver. Merci Mohamed. Non, mais moi je suis habitué à des merci beaucoup. Mais pas de saut d'humeur. Moi je suis à la place des auditeurs. Quand tu m'emmerdes, je m'emmerde, c'est tout. Et je vous le dis, je suis là direct. Moi je me mets à la place des auditeurs. Quand vous êtes chiant, vous êtes chiant. Et je suis là pour vous le dire. T'es bon Christophe, t'es bon, continue comme ça. Merci. Merci. Vous caricaturez vous-même. Dehors les deux. Merci beaucoup. Et rendez-vous dans un instant avec un vrai animateur. Medjahed sur France Maghreb 2. À suivre. Quoi? Je vais te filmer ce qui se passe à Châtelet, comme ça tu diras. J'en ai rien à foutre. Moi je suis souterrain, je suis à Châtelet, je prends mon RER tranquille, laisse-moi tranquille. Hein. Restez avec nous dans un instant. Medjahed sur France Maghreb 2. On se retrouve demain. Demain il y a du monde les gars. Il y aura Philippe Bouriaki, il y aura Audrey Pronosti, il y aura Nadia Sherif et Razik Metich. Demain entre 16h et 18h. Salut tout le monde.